I'm sexy.
I'm sexy and I know it. Body. Girl, look at that body. Bien, bonsoir à tous. On va commencer notre soirée. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous d'être venus. Chaque année, on fait cette soirée. Chaque année, on est de plus en plus nombreux. C'est un plaisir pour nous qui l'organisons de s'apercevoir que ce que peut faire le CJD 95 attire du monde. On a des fidèles qui reviennent tous les ans, qui, sans être forcément des gens de notre mouvement, sont intéressés à ce qu'on peut proposer. Je suis très heureux et très fier aussi ce soir d'avoir l'intégralité des membres du département qui représentent les entreprises. Nous avons la CCI, nous avons le MEVO, nous avons la FFB. C'est des choses importantes puisque c'est des gens qui sont venus nous voir en disant non mais on veut venir, on les avait pas encore invités, qu'ils étaient déjà inscrits à notre soirée. Et c'est vrai que c'est important pour nous de s'apercevoir que tout ce qu'on peut faire dans le département est de plus en plus regardé. Donc, tout d'abord, je vais commencer pour me présenter. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sébastien Rapmé, j'ai 39 ans. Je suis marié à Alexandra, j'ai 3 enfants de 11, 9 et 7 ans. Je dirige une entreprise familiale avec mon frère et mon père qui s'appelle GTPR, qui est située à Beson, qui a 49 salariés, et pas 50, et qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui travaille essentiellement dans le bâtiment sur la rénovation à travers toute l'Île-de-France. Sur des marchés publics ou privés. On aime notre métier et à côté de ça, j'ai la chance d'être le président du Centre des jeunes dirigeants du 95. C'est un mandat que j'ai eu pour 2 ans. J'arrive en fin de mandat. Je vais passer la main. Ce soir, je vous présenterai le futur président. J'aurai ce plaisir-là. Et donc, je vous parle juste un peu du CJD pour resituer un petit peu quelle est notre action et ce qu'on fait. Faut savoir que donc, le CJD, c'est un mouvement qui a été créé en 1938 par quelqu'un qui s'appelait Jean Mersch. Ça demeure le plus ancien mouvement entrepreneurial de France. C'est une association aujourd'hui qui compte 4500 adhérents et qui représente environ 450 000 emplois en France. Donc c'est quelque chose quand même assez important. Ça a été imaginé sur une conviction profonde que l'économie doit être au service de l'homme. Et on peut dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons, dans notre territoire, ici en Val d'Oise, en France, dans le monde, ces mots ont du sens. Ces mots ont de plus en plus de sens. Et la soirée de ce soir, donner du sens, va aussi un peu dans ce sens-là. Une flèche, une direction, une envie. Et se poser la question un petit peu de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est un mouvement aussi qui se veut être l'école du dirigeant. On a la chance, et je les remercie, d'être ici dans une belle école de management qui s'appelle l'ESSEC et qui, tous les ans aussi, nous fait le plaisir de nous prêter leurs installations. On les remercie une nouvelle fois. Et écoutez, c'est une école de management, on a des écoles de finance, on a des écoles de marketing, on a des écoles de bâtiment, on a des écoles d'ingénieurs. Tout ça, c'est des écoles techniques qui nous apprennent des métiers. Mais on n'a aucune vraiment école qui nous apprend à être patron, à être dirigeant de notre entreprise, à savoir comment gérer nos salariés, gérer nos clients, gérer nos fournisseurs. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Je ne vais pas vous l'apprendre à vous tous. Il y a quand même une grande partie d'entrepreneurs ici ce soir. Mais c'est donc un mouvement qui se veut où on continue à se former.
à travers les échanges qu'on peut avoir avec nos pairs, mais aussi à travers des formations. On continue à être à l'école, à l'âge que nous avons, et on prend plaisir à apprendre. On a quelques collégiens dans la salle, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on reprend plaisir à retourner avec des professeurs à apprendre des choses. Une des personnes qui intervient ce soir, j'étais encore en formation avec lui il y a 2 semaines. Donc, la finalité du CJD, de toute façon, c'est aussi la finalité de beaucoup de mouvements patronaux. C'est pérenniser nos entreprises, faire qu'elles vivent le plus longtemps et pérenniser les emplois qui sont attachés auprès de nos salariés, auprès de nos personnes dont on a la responsabilité. Donc, pour commencer cette soirée, ce que je vous disais, je vais tout d'abord commencer par une remise des prix. Une remise des prix auprès de collégiens qui ont participé à ce qu'on appelle un reportage en entreprise. Alors ça allait dans le sens que nous avions de découvrir le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Souvent on a des personnes qui sont un petit peu, il y a des barrières qui existent entre l'école, l'entreprise. Les gens ne se comprennent pas et nous, dans notre vocation et dans la volonté qu'on a, c'était aussi le thème de l'année dernière qui était les jeunes d'aujourd'hui et l'entreprise de demain. Certains d'entre vous y étaient. Et c'est vrai qu'on a vraiment la volonté de nous occuper de nos jeunes. C'est une responsabilité sociétale que nous avons en tant qu'entrepreneurs, de faire attention à cette jeunesse qui sont nos collaborateurs de demain, les entrepreneurs de demain, ceux qui paieront nos retraites, peut-être. On verra. Donc, ils ont participé à un concours qui était reportage en entreprise. Ce sont des collégiens du collège de Notre-Dame de Sannois. Et ils sont partis en entreprise. Ils ont visité ces entreprises. Ils ont fait un reportage. Et on a évalué ce reportage. Il y en a eu 35. Et on a voulu les récompenser ce soir, les plus méritants. On a choisi les 3 premiers. Il y en a un 4e. On vous expliquera pourquoi. Donc c'était un concours qui était organisé par l'AJE et le CJD, dans le but de découvrir vraiment cette entreprise. On a voulu on remercie l'ensemble du corps professoral qui nous a permis de faire ces échanges. Ça n'a pas toujours été facile. On a des problèmes de compréhension parfois entre les mondes de l'entrepreneur et le monde de l'éducation. Tout particulièrement Madame Dalmo-Rocton, qui s'est occupée personnellement vraiment de ces échanges-là. Vous pouvez l'applaudir. Et donc, il faut savoir en effet que ce thème de la jeunesse est quelque chose de très important pour nous. Alors, centre des jeunes dirigeants, nous aussi, on a le mot jeune dedans. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas tous jeunes au CJD, mais par contre, on garde l'esprit jeune et la volonté d'apprendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de filer d'une année sur l'autre. Il n'y a pas si longtemps, on était à l'IFA Chauvin, grâce à la CCI, qui nous avait aussi prêté ses locaux. Et on a fait venir 150 jeunes, 150 lycéens, là, c'était pas des collégiens, c'était des lycéens, afin qu'ils puissent créer leur entreprise encadrée par des jeunes dirigeants, par des gens comme nous. Pareil, on les avait évalués. C'était encore une belle action qu'on avait réussi à faire, qui sont tournés vers la jeunesse, le but étant toujours la même chose. C'est absolument démystifier le monde de l'entreprise vis-à-vis de nos jeunes. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de se connaître, et on a besoin de vous, les jeunes, dans nos entreprises pour justement inventer et recréer le monde de demain. Donc, on va passer en effet donc, à cette remise des prix. Pour cette remise des prix, je vais demander à 4 personnes de venir sur scène. Ce sont le jury, ce sont des dirigeants qui ont été justement évaluer ces reportages. Le premier, c'est Xavier de Flandre. Je vous demande de l'applaudir très fort, lui, plus que les autres. Il est vice-président de l'AJE, il est membre du CJD, il s'occupe pour nous de la jeunesse, comme le prouvent ses cheveux blancs. Il passe énormément de temps à ça, il a une vocation pour ça. Il a la chance, lui, d'avoir arrêté son activité professionnelle, mais il reste actif auprès de nous et auprès de pas mal de réseaux. Et il passe beaucoup de temps à ça. Et c'est surtout lui qui avait organisé en effet ces éléments. J'appelle Dominique Lemadec, qui est donc le directeur du déploiement commercial national de La Poste, qui a participé aussi au jury. Donc, Dominique est un ancien JD qui était sur le 95, qui est parti sur Paris suivre sa carrière professionnelle dans une grande entreprise nationale et qui est revenu. À chaque fois qu'on l'appelle, il est là, Dominique. Merci à toi. J'appelle non, Arnaud, je ne l'ai pas vu. Il n'est peut-être pas encore arrivé. Bon, la dernière personne que je voulais appeler, c'était Arnaud Brusson, de Stérigène, qui avait participé à ce jury. Mais il va sans doute arriver. Alors,
je vais demander aux élèves que je vais appeler de monter sur scène et de venir récupérer leur trophée auprès du jury, afin justement qu'ils puissent profiter de ce moment-là. Donc, alors, je vous montre un petit peu les reportages que c'était. Ils ont visité une imprimerie, ils ont visité la Poste. Ils sont partis, il y avait plusieurs groupes, il y avait plus de 35 groupes. Et donc, ça a donné des choses comme ça qui étaient assez inventives, imaginatives, de très bonne qualité, avec une qualité rédactionnelle qui nous a même étonnés, vraiment. Du bon boulot. Et voilà, on voulait récompenser certains d'entre eux. Donc, pour la 3e place, c'est donc un groupe de la 3e D, avec Camille Agassara, Léa Masselko, Mariana Diallo, Doria Zemiviline, excuse-moi si j'écorche ton nom, et Margot Follet. Je vous demande de les applaudir et je voudrais qu'elles montent sur scène. N'ayez pas peur, mesdemoiselles. Donc on vous remet à chacun un diplôme, voilà, pour vous féliciter d'avoir vraiment fait un très très beau reportage sur l'entreprise que vous avez vue. On va les garder, on leur donnera. Vous restez avec nous et on va appeler ceux qui sont deuxième. Donc le deuxième, c'est aussi un groupe de la 3e A cette fois-ci, avec Raphaël Gaudy, Amandine Lotte et Héloïse Binet sur l'immersion chez Dupliprint. Je vous demande de les applaudir aussi. Bravo. 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 Donc pareil, on a des diplômes à vous remettre. Et enfin, la première place, le meilleur reportage qu'on a trouvé, c'est un groupe de la 3e C avec Amélie Bazin, Morgane Delforge, Marie Dassouville, Lisa Buffo. S'il vous plaît, je voudrais que vous les applaudissiez. C'est un reportage qu'ils ont fait sur Le Parisien. Et donc on vous montre un trophée. Vous le mettrez dans la classe ? Et enfin, on avait un 3e prix à remettre. Alors, pourquoi un prix coup de cœur, on va dire, qui était un coup de cœur du CJD et de la JE ? C'est des gens qui n'avaient pas forcément respecté les règles qu'on leur avait demandées pour la remise de l'article. Et l'article était un peu plus long. On avait demandé d'écrire assez techniquement ce qui se passait dans l'entreprise. Ils ne l'ont pas forcément très bien fait. Par contre, ils ont senti ce qui pour nous est très important, ce sont les valeurs qui derrière il y avait dans cette entreprise et quels étaient justement les liens qui pouvaient exister entre les salariés, le patron et l'ambiance sociale qui existait. Et c'est vrai que ça nous a touchés parce qu'on a dit que s'il y avait vraiment une importance dans les organisations sociales que nous représentons, cette importance, elle est là. Savoir que fait une entreprise, c'est pas forcément le plus important, mais par contre, savoir de qui elle est constituée et qui la forme, là par contre, ça a du sens. Et on retrouve le thème de la soirée. Donc c'était un prix coup de cœur du CJD, un groupe de la 3e A sur l'imprimerie Dupliprint. Je voudrais que Élise Legrand, Mao Mersch, Camille Bacher et Camille Marty montent sur scène, s'il vous plaît, et qu'on les applaudisse. On lui remettra, vous lui remettrez.
Merci. Profitez-en. Ces applaudissements sont pour vous. Ça fait plaisir. Alors ça y est, vous avez découvert ce que c'est qu'une entreprise. On vous attend très bientôt sur le marché du travail. Travaillez bien à l'école et puis revenez-nous vite. On a besoin des personnes que vous êtes. Vous êtes des futurs entrepreneurs, des futurs créateurs d'entreprises, des futurs employés, des futurs collaborateurs. N'ayez pas peur de venir nous voir. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Et je vous demande encore de les applaudir, s'il vous plaît, pour le travail qu'ils ont fait et la qualité de ce dernier. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos places. Donc merci, c'était important pour nous qu'on ait en effet des jeunes qui viennent participer à une soirée de grands, une soirée d'adultes, une soirée d'entrepreneurs. Et on trouvait que c'était intéressant de les faire partager ça aussi. Donc on arrive dans la deuxième partie de la soirée. Le thème qu'on avait en effet défini ensemble. Pourquoi donner du sens? Alors donner du sens, pourquoi cette question? Avec le bureau, quand on se réunit régulièrement, on se posait la question de savoir sur quoi on allait parler cette année, qu'est-ce qui était intéressant. Et un thème qui devient à la mode, en effet, c'est donner du sens. On parle de bonheur au travail, on parle de bonheur du dirigeant, on parle de quel est le sens de la valeur travail aujourd'hui, pourquoi travaille-t-on? On oppose souvent le monde du travail, le monde de l'argent. Où est-ce qu'est le sens dans tout ça? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous importe énormément. On a beaucoup de représentants de mouvements patronaux ce soir. Ils donnent énormément de temps, gratuitement, pour le territoire, pour le Val d'Oise, pour ça. Pourquoi? Donc la vraie question en effet qu'on se pose derrière, c'est de savoir quel est le sens de tout ça. Dans notre travail, on va y passer sans doute la plus grande partie de sa vie. Si ça n'a pas de sens, à quoi ça sert? Gagner de l'argent? S'il n'y a que ça risque d'être très décevant. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en travaillant? On parle de l'ouverture par le travail. On parle d'échelle sociale par le travail. Ça, c'était des valeurs qu'il y avait il y a quelques années dont on parlait. On parlait de progression sociale par le travail, par l'emploi. Aujourd'hui, c'est un peu perdu. On n'est plus là. Donc on se pose la question de savoir, il est où le why derrière? Le why, c'est pourquoi en anglais. Pourquoi on fait tout ça? Donc c'est vrai que c'est des chances avec des flèches. Où est-ce qu'on va? Je crois que c'était Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est vrai qu'en effet, il faut toujours avoir un cap. Il faut savoir où on veut aller. Quel est le sens qu'on veut donner à notre vie? Et à partir de ce sens-là, on sait ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc c'est des choses qu'on a mis en œuvre, on a réfléchi là-dessus, puis on a essayé de savoir qui pourrait le mieux nous en parler. Et alors là, ça a été deux évidences. On a deux personnes qu'on connaît bien et qu'on aime bien dans le cadre du CJD. Et on les a appelés, ils ont accepté de venir. Alors le premier, c'est Vincent Cespedes. Je vais te demander de me rejoindre, Vincent, s'il te plaît. Je vous demande de l'applaudir. Donc Vincent, tu es un philosophe, essayiste français. Tu es quelqu'un qui est bien aimé des médias pour ta franchise, pour ta gouaille, pour ta capacité justement à communiquer. Tu as écrit pas mal d'ouvrages, on te connaît assez bien là-dessus. Pour ceux qui peuvent te suivre sur Twitter, sur des choses comme ça, on te connaît bien. Je vais te laisser d'abord parler. Derrière, on aura Arnaud Rioux qui viendra aussi nous exposer un petit peu sa vision de ce thème-là. Et puis après, on fera un échange ensemble et avec vous de comment on peut encore réfléchir là-dessus. J'espère que ton micro marche, Vincent. Voilà, je te laisse la parole. Petit test. On espère que ça va marcher. Merci Sébastien, merci beaucoup. Merci à tous pour cette communion de présence et d'interrogation sur une question qui est très chère à la philosophie. Depuis 2000 ans, le sens de la vie est sondé, détaillé, analysé, critiqué, débattu par la philosophie. Alors, en 20 minutes, je ne vais peut-être pas répondre à la question. Et puis peut-être parce que vous êtes aussi les meilleurs spécialistes de vos propres existences, donc je ne vais pas évidemment me mettre comme un professeur de vertu. Par contre, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est vous faire part des trouvailles de pas mal de monde. Lorsque j'ai écrit mon avant-dernier livre sur l'ambition, j'ai pu comparer des destins multiples d'ambitieux dans toutes les disciplines. Des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs, des politiques, des sportifs. Et en comparant ces 800 portraits d'ambitieux,
je me suis amusé pendant 3 ans, 3 ans vertigineux, à comparer ces profils, ces destins ambitieux, et à essayer de trouver des invariants. Tous avaient un point commun, je vais vous en livrer plusieurs, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'ils essayaient de répondre à la question du sens de la vie. Et ils ont fait de leur vie elle-même, de leur existence, une forme de réponse. La vie de quelqu'un d'ambitieux, le mot a mauvaise presse en France, on va peut-être le réhabiliter dans les minutes qui viennent. La vie de quelqu'un ambitieux, c'est une tentative de réponse. La vie de quelqu'un d'ambitieux, c'est une œuvre philosophique qui propose une hypothèse. Et si c'était ma vie, le sens de la vie? Ça paraît redondant, et c'est vraiment le point commun que l'on trouve dans tous ces portraits, et je pense qu'on peut trouver en nous-mêmes. Donc, fort de cette matière existentielle, ambitionnelle, passionnelle, car il n'y a pas d'ambition sans passion. L'ambition, si je dois la définir après 300 pages en une petite phrase, c'est accorder les pleins pouvoirs à sa passion. L'ambition, c'est consacrer sa vie à sa passion. Et il n'y a pas d'ambitieux qui ne soit pas passionné. Il y a plein de passionnés qui ne sont pas ambitieux. Ils sont passionnés et ils se contentent de leur passion qui va faire bon ménage avec d'autres activités. L'ambitieux va dire « ma passion va être centrale, je vais y consacrer les larmes de mes yeux, la sueur de mon corps, l'énergie de ma vie ». Et donc, dans ces multiples réponses, dans ces multiples vies qui sont comme autant de réponses au sens de la vie, j'ai pu, pour vous faciliter la tâche à penser de façon un peu novatrice cette question, j'ai pu distinguer 4 réponses possibles. Alors bien sûr, dans ces 4 réponses possibles, certains individus, de par leur vie, de par leur combat, de par leurs défis, multiplient. Et ce n'est pas forcément une vie égale une des 4 réponses. Ça peut être les 4 à la fois. Mais je vais vous montrer, en vous détaillant ces 4 réponses au sens de la vie, ce qui va permettre à ceux qui sont en pleine crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, ou je ne sais pas à quel âge ça se passe, de pouvoir avoir des éléments de réponse. Personnellement, c'est mon cas, et je vis peut-être la période la plus philosophante de mon existence, non pas parce que je suis dans une période d'écriture, mais je suis dans une période d'interrogation du sens de la vie. Véritablement, 43 ans, c'est un moment où on se dit on est à peu près au milieu si tout se passe bien, tout peut s'arrêter demain. Et puis c'est une question aussi intéressante parce qu'on se dit que ce qu'on va vivre dans la deuxième partie de notre trajet, notre séjour, notre passage, on se dit qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Et que le droit à l'erreur, quand on a moins de 30 ans, cette possibilité d'avoir des essais infructueux, qui sont d'ailleurs très féconds, des échecs infructueux qui sont d'ailleurs dignes de sens, dignes de richesse en termes d'apprentissage de soi et de sa relation aux autres, et bien que plus on avance dans la vie, plus l'erreur fait mal, plus l'erreur semble du gâchis, alors qu'au début, l'erreur est tellement bénéfique, tellement profitable, et c'est d'ailleurs fâcheux que notre société ne lui donne pas les pleins pouvoirs avant 30 ans. Alors voilà, quelles sont ces 4 réponses possibles, incarnées par des vies différentes? La puissance, réponse au sens de la vie, gagner en influence. Il y en a qui vivent toute leur vie pour changer le monde, pour apporter des idées nouvelles, un style de vie nouveau. Il y en a qui, toute leur vie, vont batailler pour apporter l'idée active d'une idée de l'être humain. Leur vie sera un exemple, sera un modèle. Et ils savent que s'ils arrivent à leur fin, ils pourront influencer les générations qui suivent. Ils savent que s'ils peuvent se présenter comme un exemple, ils pourront insuffler, je dirais, une énergie féconde dans les générations qui vont suivre. La puissance peut être une des réponses. Je l'oppose bien sûr au pouvoir. Ne prenez pas le mot puissance comme un gros mot qui signifie que je vais soumettre les autres à la question et les dominer, que ce soit intellectuellement, financièrement. Non, la puissance, ce n'est pas le pouvoir sur autrui, c'est la puissance avec l'autre, la puissance qui se partage. Rendre puissant, on dit empowerment en faisant une référence aux luttes des Noirs américains et des femmes, mais le mot empowerment en entreprise
est vraiment tordu au niveau de la sémantique. On utilise aujourd'hui ce mot pour responsabiliser les collaborateurs en leur disant « ne vous plaignez pas, vous avez été responsabilisés, donc vous faites partie du bateau ». Je critique un peu cette notion d'empowerment. Prenons le mot « puissance », qui est un mot généreux, qui est un mot solaire. La deuxième réponse possible, le sens de la vie, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit, s'ouvrir, et on n'en finit pas de s'ouvrir. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à toutes les différences, à tout ce qui n'est pas moi, non pas pour l'englober dans une sorte d'uniformisation, non pas pour le standardiser, mais pour accueillir et fêter cette mosaïque que l'on est soi-même. Mosaïque d'identité que nous sommes tous. Mosaïque d'identité parce que tous ceux avec qui nous nous mélangeons affectivement font notre identité. Ce que j'aime me font. C'est vraiment ça, me semble-t-il, une définition vivante et absolument non anxiogène de l'identité. Nous sommes une mosaïque en perpétuel, inachèvement. Alors s'ouvrir à l'altérité, aux différences, voyager. Pour ce qui concerne la prudence de vivre, car nous avons tous tapis en nous-mêmes cet instinct de survie qui parfois prend les commandes et parfois est détraqué par des névroses, par des traumas, par des refoulements. Eh bien, l'ouverture, c'est accepter dans la prudence qu'il faut avoir à vivre une certaine part, non pas de folie, mais d'audace, mais de courage. Troisième réponse possible, et on peut cumuler évidemment les quatre réponses, le bien-être, bien sûr le bien-être. Cette plénitude qui fait qu'on est non seulement dans l'ouverture au monde, mais qu'on va se délecter de la vie, le plaisir. La gourmandise de vivre, qui est pour moi la meilleure définition du bonheur. Être accro à la vie, c'est la seule addiction qui fait vivre et qui, en plus, peut être généreuse. Être addict à la vie. Vouloir que toutes les opportunités qui s'offrent à nous nous agrandissent et que nous pouvons aussi agrandir les autres. Alors, ce bien-être, ce bonheur, c'est évidemment à décliner, non pas du point de vue matériel, il ne s'agit pas du bien-être matériel, il s'agit véritablement du bien-être existentiel. Et dans les biographies que j'ai croisées, certains ambitieux partaient à la conquête du monde matériel, voulaient dominer, voulaient s'imposer, et très vite, ils sont déçus de ce premier voyage, à la première victoire. Et ce qui s'opère dans la vie, c'est que autour de 50-60 ans, ceux-là qui voulaient le plus de richesse, le plus de pouvoir, le plus de médailles, commencent à avoir de l'ironie par rapport à ça. Alors bien sûr, on a toujours des exemples dans l'histoire de fous furieux qui, jusqu'au bout, veulent amasser et veulent jouir au détriment de l'autre, être heureux au détriment de l'autre. Mais il y a comme une sagesse humaine qui vient quand l'automne de la vie arrive ou l'hiver de la vie arrive, où on se dit tout ça c'est vain, et ce qui compte évidemment c'est le bonheur calculé sur l'ère de la tranquillité, du calme, de la sérénité. Le bonheur comme cette suspension des peurs, cette suspension des doutes qui font crier l'être que nous sommes. Non pas la suspension du doute qui peut être fécond, le doute qui s'interroge, qui augmente l'intelligence, mais la suspension d'un doute, l'être au-dessus de l'abîme. Et le bonheur, c'est de se dire, bien sûr, cette vie est absurde, et bien sûr, les souffrances peuvent être au rendez-vous, mais profondément, il y a l'émerveillement du monde, la magnificence du monde et des êtres que j'aime. Et enfin, la quatrième réponse possible au sens de la vie, et c'est à mon avis là où l'entreprise a sa partie à jouer, et c'est à mon avis là où l'ambition mériterait d'être déclinée sous le signe de l'entrepreneuriat, mais aussi de la philosophie. Le sens de la vie, c'est d'être fertile. C'est-à-dire de ne pas se contenter du bien, mais de vouloir le mieux. De ne pas se contenter de l'état des choses, mais de vouloir toujours chercher une amélioration dans l'élévation de notre vie. Alors, cette fertilité-là est totalement sous-estimée, notamment en France. Ce qui, d'ailleurs, autorise une certaine forme de bashing envers les entrepreneurs, envers le monde de l'entreprise, une défiance que je mets directement en corollaire de la défiance liée au mot ambition. Je le dis très simplement, si on n'aime pas trop le mot ambition en France, et si on n'aime pas trop l'entrepreneuriat, qu'on s'en méfie, je pense que c'est exactement le même problème à la base.
c'est qu'il y a une mécompréhension sur cette notion du mot ambition. Première mécompréhension, on comprend l'ambition comme un narcissisme. L'ambitieux, c'est celui qui se glorifie de lui-même, comme Narcisse qui se noie dans son propre reflet. Aujourd'hui, ça serait dans son propre selfie. L'ambitieux, c'est celui qui est content de lui et qui veut profiter des autres comme autant de sujets de son royaume. Alors, c'est une vision qui existe, et je pense que 70% des ambitieux, hélas, sont dans cette veine-là. Mais il y a quand même 30% des ambitieux qui en sortent, et 20% des ambitieux qui ne sont pas du tout dans cette logique d'une ambition au détriment de l'autre, écrasant l'autre, qui sont au contraire dans une logique de l'équipe, de l'aventure à vivre, de cette magnifique aventure qu'on a à vivre et qui ne doit jamais se contenter d'un état des choses donné, en disant cette fameuse phrase « pourvu que ça dure ». L'ambition, c'est l'opposé du pourvu que ça dure, c'est pourvu que ça change, pourvu que ça s'améliore. Le problème de l'ambition, c'est que dans cette idée d'amélioration, c'est nous tous qui mettons nos propres critères. Et pour un gredin, un voyou, l'amélioration consistera à des coups pendables. Mais pour quelqu'un qui est lumineux, qui est humaniste, pour quelqu'un qui, sans prendre de grands mots, trouve son excitation dans le travail parce qu'il est en équipe, parce qu'il a des défis partagés, parce qu'il peut partager la passion avec d'autres, ce qui est à mon avis le cas de beaucoup de JD, eh bien l'ambition peut être un mot absolument délectable. Je vous redonne 2 points d'étymologie pour bien qu'on puisse s'approprier ce mot. L'étymologie de l'ambition, c'est ambitio en latin, ça veut dire la tournée, le fait de tourner en rond. Et ambire en latin, c'est tourner en rond, véritablement tourner en rond. Les ambitieux étaient ces drôles de bonhommes sur les places publiques qui tournaient en rond. C'était très étrange parce que, je ne sais pas comment vous faites sur une place publique, en général, soit on est au marché, et donc on fait juste une tournée, on fait le tour des étals et puis on revient et on a fait nos courses, soit on doit aller à un point B et donc on traverse la place. Très peu d'entre nous s'amusent à tourner en rond sur les places de marché. C'était tellement bizarre sur les forums de la Rome antique de voir ces individus en toge avec des followers de l'époque réels, hein, en vrai, une foule qui les suit, et parlant aux gens en tournant en rond. Évidemment, vous avez compris que 1500 ans plus tard, ça n'a pas changé. Ceux qui tournent en rond sur les places de marché, ce sont les politiques. L'ambition est une notion non pas psychologique, mais politique. Elle naît dans le Forum romain. Ceux qui y tournaient en rond briguaient des mandats électoraux élevés, voulaient du pouvoir politique pour changer le monde. Et ils devaient faire 2 choses pour changer le monde. Ils devaient convaincre la foule, les citoyens, de 2 choses. Première chose, ce monde, c'est de la merde. Nous sommes en crise, rien ne va bien, mes prédécesseurs sont nuls, je dois donc faire quelque chose. Donc, une sorte d'empathie dans la détresse et dans le constat négatif de l'époque. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, avec moi, ça ira mieux. Donc je dois dévaluer le présent, donc on n'est pas du tout dans le narcissisme, je vous rappelle que Narcisse est content de lui au présent, au point de se noyer dans l'inertie de son propre reflet. L'ambitieux, à la rigueur, si vous voulez mettre du narcissisme, c'est un narcissique au futur. Il se dit, plus tard, je serai le roi du monde. Mais là, ça ne va pas et je dois travailler. Donc, je dois convaincre que le présent est insatisfaisant et je dois convaincre que le futur peut être délectable si vous me suivez. Je prends le devant d'une communauté que je suis en train de forger et j'arrive devant l'administration romaine en disant « Regardez, je suis suivi par le peuple, donnez-moi du pouvoir, je vais changer le monde ». Alors je vais faire assez vite, mais j'aimerais que vous compreniez 2 choses. La première chose, c'est que cette notion d'ambition a été décriée et reste encore décriée alors que c'est une valeur qui monte à l'international. Elle est 11e valeur des valeurs d'entreprise à l'international. En France, elle doit être autour de 46e place. Vous voyez la différence, 11e, 45. Mais elle monte, c'est une valeur. Je vais vous le dire avec grandiloquence, c'est à mon avis la valeur du 21e siècle. Mon livre était le premier livre théorique sur cette notion. J'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir une bibliographie si faible sur cette notion, à part quelques obscures enquêtes sociologiques sur l'ambition du fils d'ouvrier ou des enquêtes sur la mégalomanie de ceux qui se prennent pour Napoléon. On avait très peu de matière. Mais l'ambition sera la dimension qu'il faut avoir dans notre esprit pour comprendre les crises actuelles, la montée des populismes, à droite comme à gauche, la montée de ce sentiment que Nietzsche appelle
j'appelais le ressentiment. Vous savez, la détestation. Je me positionne politiquement dans le monde parce que je déteste l'autre, quel que soit l'autre. J'ai besoin de détester pour m'affirmer. Ça, cette montée-là, populiste, elle vient directement d'une crise de l'ambition. Ce dont ont besoin les Français aujourd'hui, c'est des ambitions lumineuses, humanistes. C'est des ambitions qui disent non, pas moi je, mais l'équipe d'abord. C'est des ambitions qui fédèrent et qui comprennent qu'on peut se comprendre soi-même que dans l'action. Pas dans la méditation pure jus, mais dans une action portée sur le monde, ce qui n'empêche pas de méditer, on le verra avec Arnaud peut-être après. Mais dans l'action, on se révèle. Le courage déclaré en soi-même face au miroir, tout le monde est courageux, mais le courage en acte, là, peu sont capables peut-être de l'avoir. La gloire, elle est très belle, mais la gloire est un fruit d'actes. Je vous rappelle que pour la Grèce antique, le héros, c'était celui qui cherchait la gloire, faisait des actions extraordinaires, descendre aux enfers était une action extraordinaire, était animé par l'envie de vaincre, et l'anti-héros dans la Grèce antique, l'anti-héros qui maintenant arrive dans Marvel et comics, l'anti-héros c'est celui qui n'avait pas donné de sens à la vie, qui n'avait pas de but. Alors, je pense que ici vous voulez peut-être être des héros. Je pense que l'entreprise aujourd'hui doit se décliner selon une version héroïque. Non pas le héros qui va, fort de sa gloriole, écraser les autres avec sa suffisance, mais le héros qui va toujours trouver des voies de vulnérabilité dans l'action. C'est quoi un héros? Pour qui nous tremblons au cinéma? Certainement pas Superman, mais celui qui a des failles, celui qui est mis à terre, celui qui doit courber l'échine et qui doit pourtant se relever, celui qui affronte une puissance supérieure en acceptant la puissance des failles, c'est-à-dire en acceptant son humanité, en acceptant ses émotions. Alors, en conclusion, je vous laisserai avec ces magnifiques mots de Francis Cabrel, notre philosophe chanteur, qui dit dans une chanson que vous connaissez tous, il y a des couples qui se défoncent sur les lames de ton plafond, c'est toujours le même film qui passe, tu es toute seule au fond de l'espace, il n'y a personne devant. Là, le deuxième couplet, vous le connaissez, c'est pas le plafond, c'est le plancher. Quelque chose vient de tomber, on ne saura jamais ce qui vient de tomber. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. Vous savez, ce destin de Don Quichotte, le même film qui passe parce qu'on n'a pas trouvé de sens à sa vie. Trouver du sens à sa vie, c'est comprendre que nous sommes les héros d'une aventure qui de toute façon se déroulera. Et nous avons le choix, soit de nous contenter du présent tel qu'il est, tel qu'on nous l'offre, tel qu'on nous le vend, tel qu'on nous fait croire qu'il est, soit miser sur une identité au futur. C'est la dernière idée que j'aimerais vous proposer. L'identité doit se décliner au futur. Quand vous voulez savoir quel est votre ami, ne lui posez pas la question psychanalytique « d'où tu viens ?» Ne lui posez pas la question de papa, de maman, de la bonne. Ne lui proposez pas la question qui consiste à dire « dis-moi tes traumas et tes refoulements et je te dirai qui tu es ». Essayons de décliner les identités au futur. Qui veux-tu devenir? Vers quel rêve tu te projettes? Quelle est ton utopie? Si tu avais un génie qui te visitait, quel serait ton vœu? Voilà, cette idée de décliner l'identité au futur, c'est véritablement ça l'ambition. Je sais que vous pouvez incarner, acteur de l'entreprise, cette ambition noble à laquelle j'aspire. N'oubliez pas que l'ambition ne peut être une valeur humaniste que si vous faites de vos faiblesses et de la faiblesse de vos collaborateurs des émotions, de la tendresse possible, de l'amitié, des émotions et pas que, aussi la possibilité de remettre en doute les préjugés et les certitudes, ce qui nécessite pour l'ambitieux humaniste d'être un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, philosophe. Je vous remercie. Merci Vincent. Alors, ce qui est toujours bien avec Vincent, c'est qu'il avait préparé des slides et qu'il s'en est vachement servi. Donc peut-être que tu veux en parler 5 minutes. Oui, je peux en 5 minutes. Oui, bah, tu peux les mettre. Voilà. Là, je voulais vous parler non pas de certains livres, mais je voulais vous parler de Dream Tanks. Dream Tanks, ce sont des agoras vidéo citoyennes. J'essaie d'inciter les citoyens dont vous êtes, évidemment, à prendre la parole en vidéo live. Et plutôt que de communiquer avec des petits textes, de prendre la parole et d'animer un débat. Nous cherchons des animateurs ouverts d'esprit, tolérants, humanistes. Et si vous avez des enfants de 17, 18 ans, c'est une excellente école. Ils seront chapeautés par moi personnellement. Donc c'est sur Facebook,
facebook.com/dreamtanks. Pour l'instant, c'est un peu au point mort, mais dès le 20 et 21 mai, je vous donne rendez-vous autour de 20h-21h, et ce sont des agoras vidéo citoyennes. Nous détournons une technologie Facebook Vidéo Live, pour en faire une agora philosophique. Je pense que le monde aujourd'hui a besoin de ça, y compris au sein des entreprises. Et la deuxième slide, voilà, alors moi, je n'ai pas de livre à la sortie à vous faire signer, mais par contre, j'ai cette application gratuite à vous proposer pour Google Play et Apple Store. C'est 5 ans de travail où j'ai développé, avec une équipe, le premier test smartphone de reconnaissance des valeurs humaines. Oui, je sais, ça fait très Big Brother, ça fait très peur. On ne vend pas les données à qui que ce soit. Voilà, donc c'est un test en 20 minutes, faites-le avec votre cœur, en prenant votre temps, et vous aurez scanné vos 9 valeurs fondamentales en vous-même, en famille et entre amis. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de business plan attaché à ce projet. C'est vraiment une aventure intellectuelle et philosophique. C'est la première fois que la philosophie, et j'en suis très fier, propose non pas un livre ou une conférence, mais propose une application smartphone. 5 ans de travail, une nouvelle axiologie, c'est-à-dire un nouveau système de valeurs, qui pointe également les valeurs rock'n'roll. Et donc, vous allez voir, elles sont en rouge, elles sont facilement décélables. Compétition, jalousie, tout ça, ça va clignoter sur votre écran. Il se peut que vous soyez étonnés de découvrir ces valeurs rock'n'roll qu'on refoule la plupart du temps. Demandez à votre épouse ou à votre adolescent si ça vous correspond. Il se peut que ça soit positif. Merci beaucoup. Merci Vincent. Un grand merci. Ça, c'était donc le premier intervenant, en effet. Écoute, tu as été parfait dans le temps, je te félicite. Et je te remercie. La deuxième personne donc, que je voudrais faire venir ce soir, c'est une personne que j'ai appris à connaître il n'y a pas si longtemps que ça, mais dont on m'avait vraiment vanté la bienveillance et vraiment l'altruisme qui le caractérise. Il s'appelle Arnaud Rioux. Arnaud, si tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît, je voudrais qu'on l'applaudisse. Alors Arnaud, tu es auteur, coach, formateur, conférencier. Tu es surtout un autodidacte. Tu nous le raconteras peut-être ton histoire et tout. Tu as toujours cherché à explorer l'homme à travers plein de choses que côté ta vie, le metteur en scène, acteur, la danse, les arts martiaux, toutes ces choses-là. Tu es aussi auteur de pas mal de livres, Réveiller le chaman qui est en vous, qui justement sur les rites chamaniques, c'était assez intéressant. C'est un livre que je vous conseille. Et donc, je vais te laisser le micro qui est là. Pareil, je vais te laisser un petit temps pour nous parler un petit peu de ce que t'inspire ce thème-là. Et puis par la suite, je vais vouloir qu'on échange tous ensemble. Vous avez deux très belles personnes là ce soir et qu'on essaye justement de créer un système de valeurs peut-être entre nous sur le donner du sens. Soyons ambitieux, dans le bon sens du terme. Voilà, Arnaud, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. Je suis content d'être là ce soir et j'ai été touché tout à l'heure d'entendre ces adolescents qui sont venus sur scène, de les voir pour recevoir un trophée. Et j'aimerais commencer à m'adresser à eux. Voilà, les premiers mots de cette présentation sont pour vous. Il y a des gens qui ont été adolescents déjà ici. Alors, ces paroles seront aussi pour vous. En vous voyant tout à l'heure sur scène, je me posais la question moi-même où j'étais quand j'avais 14 ans, 15 ans, et j'étais au collège. Et il se trouvait que les programmes qui étaient donnés au collège m'intéressaient assez peu. Je regardais, ça a beaucoup changé depuis, il paraît que c'est devenu très intéressant, mais j'écoutais les cours de mathématiques, de français, de géographie, et la question que je me posais, c'est pourquoi c'est nécessaire d'apprendre tout ça ? C'est quoi le sens de ça ? Et comme on a demandé beaucoup, surtout d'ingurgiter, et j'avais beaucoup de mal à ça. Par contre, il y a une chose qui m'intéressait beaucoup, c'est la présence des enseignants. Je me disais, pourquoi celui-là, j'ai envie de l'écouter et pas celui-là ? Et pourquoi celui-là a du charisme et celui-là n'en a pas? Et ça, je scrutais, je regardais les regards, je regardais la position des mains, je regardais l'ancrage, etc. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Par contre, les programmes, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi quand même, avec beaucoup d'efforts et un petit peu de piston, à mener mes études jusqu'à la classe de 3e. Ce dont j'étais fier à l'époque. En revanche, je n'ai pas tellement pu aller plus loin. Et vous savez, à la fin de l'année, il y a des bulletins sur lesquels on coche. Et il y avait une case à cocher qui était vie active.
Et donc je suis rentré dans la vie active et la question, je crois que si l'école m'intéressait vraiment si peu, c'est que je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on nous fait autant apprendre la géographie, l'histoire? C'est quoi le sens de ça? Et c'est vraiment, sincèrement, une question qui me passionnait. Et comme je ne savais pas très bien quoi faire en sortant du collège, j'avais 15 ans, et je venais juste de découvrir, comme j'étais un garçon très timide, et quelques mois avant, un copain m'avait dit « Tiens, viens donc faire du théâtre, ça va te plaire ». Et j'ai commencé à faire du théâtre. Et donc, quand je me suis retrouvé face à ma maman et que je lui ai dit « Écoute, maman, c'est terminé, ils veulent plus de moi ». Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « Je vais faire du théâtre ». Vous savez, les réponses qui viennent comme ça spontanément. Ça, pour moi, ça me plaisait. C'est quelque chose que je venais de découvrir qui me plaisait. Et elle a eu cette réponse que je trouve magnifique. Elle m'a dit « On ne peut pas t'aider parce que le théâtre, on n'y connaît rien. Par contre, tant que tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, tu devrais réussir dans ta vie. » Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est tant que vous prendrez du plaisir à faire ce que vous faites, vous devriez réussir dans vos vies et dans vos existences. Et pour moi qui suis venu ce soir, qu'est-ce qui aurait du sens d'être là? Si peut-être à un moment donné vous vous souvenez de cette phrase, alors peut-être ça aura du sens et je ne serai pas venu pour rien ce soir. Quand j'ai quitté l'école, j'ai eu une ambition, c'était de rentrer au Conservatoire supérieur d'art dramatique. C'était un rêve peut-être un peu égotique, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de rentrer au conservatoire. Et là, j'ai reçu un deuxième échec. J'avais à peine 18 ans, j'ai reçu un deuxième échec de Michel Bouquet, vous savez, avec la petite cloche qui a fait gling, 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 et qui a fait par ici la sortie. Et donc, je suis sorti, et comme je me suis dit, en fait, puisque le conservatoire ne veut pas de moi et que moi, je veux faire du théâtre, j'ai créé ma compagnie à 18 ans et je suis parti sur les routes. Et là aussi, pour moi, ça avait du sens, parce que je me suis dit, en fait, je vais choisir d'aller uniquement dans des villages où il n'y a pas de théâtre. Et donc, je suis parti en tournée dans l'Aveyron, dans le Lot, dans le Tarn, dans l'Hérault, etc. Et puis, j'ai commencé à donner des pièces de théâtre. Et puis, j'ai monté une équipe. Assez vite, je suis devenu professionnel. Assez vite, je suis devenu metteur en scène. Et j'ai dirigé mon théâtre. Avec ce sens de se dire, si je fais ça, il faut que ça serve à quelque chose. À quoi ça va servir? Ça va servir aux personnes dans lesquelles je vais donner ces pièces de théâtre. Je choisissais uniquement des villages de moins de 500 habitants, vous imaginez, dans lesquels ils n'avaient jamais vu du théâtre. Parce que, au-delà de faire l'acteur, ce qui m'intéressait, c'était le sens, c'était raconter des histoires. Et donc, j'ai fait ce métier pendant une vingtaine d'années, et à un moment donné, il y a quelque chose qui tournait en rond. Comme disait Vincent tout à l'heure, j'avais l'impression de tourner en rond, ça n'avait plus de sens pour moi. Je me suis dit, ok, je raconte des histoires, mais je reste à faire l'acteur, je reste sur une scène de théâtre, alors que la vie elle-même est un grand théâtre et qu'on pourrait nous-mêmes créer nos personnages et créer notre mise en scène. Donc j'ai commencé à animer des stages pour le grand public, des stages pour mieux se connaître, des stages pour développer la confiance en soi, des stages pour apprendre les émotions, etc. Ça, pour moi, ça avait du sens, c'est-à-dire c'était utile à quelque chose. Et j'ai commencé à écrire un jour en stage, quelqu'un m'a dit « Mais c'est bien ce que tu fais, j'ai jamais lu ça ». Alors j'ai écrit un premier livre, et puis un deuxième, un troisième, je prépare mon 10e. Et ce 10e livre, c'est peut-être le plus important pour moi. On dit souvent lequel c'est le plus important, c'est le prochain. C'est le prochain parce que quand je me suis intéressé à savoir qui j'étais, je vous disais, quand j'étais enfant, je me posais vraiment la question de savoir qui je suis, à quoi je sers, et surtout cette question qui me semble tellement fondamentale, à quoi ça sert cette incarnation? À quoi on sert? Et la meilleure réponse que j'ai pu trouver, c'est justement, vous savez, quand on va dans les toilettes, des fois, il y a un petit écriteau qui dit « Merci de rendre cet espace dans le même état dans lequel vous l'avez trouvé ». Et aujourd'hui, je me dis, je fais en sorte de laisser le monde dans un meilleur état dans lequel je l'ai trouvé. Donc, c'est apporter ma contribution le plus modestement possible, mais apporter quand même ma contribution. Et quand j'ai cherché à savoir un peu plus qui j'étais, je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses
en France. Alors je suis parti au Tibet, je suis parti en Inde, je suis parti en Mongolie, je suis parti écouter les chamans, les lamas. Et ces êtres, en fait, ne cherchent pas à se poser la question de donner du sens. Et j'ai compris à ce moment-là que donner du sens, c'était encore être volontaire pour faire quelque chose. La vie a du sens, naturellement. La rivière a du sens, elle part de là, elle va là. Le fleuve a du sens. Il y a des petites rivières qui drainent quelques feuilles, et il y a des grands ruisseaux, et il y a des grands torrents. Et la vie a du sens. Et à partir du moment où on rajoute de la conscience sur les événements qui nous arrivent, alors là, on commence à être dans le sens de sa vie. Le sens de sa vie qui nous permet de répondre à cette question tellement essentielle, quel est le sens, à quoi je sers? Et j'ai pris conscience que ce qui, moi, me nourrissait, c'était d'être utile à quelque chose. Et dans les événements qui m'ont permis de me construire, je pense à tous les échecs qui me sont arrivés, allaient dans un sens. Cette porte du conservatoire qui me ferme le nez, ça avait du sens. La maladie que j'ai eue à 24 ans, ça avait du sens. L'accident de voiture que j'ai eu, ça avait du sens. Ça avait du sens à partir du moment où on met de la conscience, où on prend de la hauteur. On se dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux dépasser simplement mon ego qui veut réussir pour entrer dans une dimension un peu plus large que j'ai beaucoup côtoyée avec les maîtres tibétains, avec les lamas, qui en fait cherchent à disparaître eux-mêmes pour se mettre au service de la Terre. Et quand on est au service de la Terre, naturellement, on est porté par quelque chose de plus grand qui nous anime, qui nous permet de nous lever le matin. Je vous assure, je dors 5 heures ou 6 heures par nuit et quand je me réveille, je suis plein d'entrain parce que je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour faire ma part. C'est des petites choses. Dans les dernières choses que j'ai fait, j'avais un rêve. C'était, comme je suis nomade depuis des années, je voulais créer un lieu qui soit un lieu de ressourcement pour permettre aux managers stressés, il y en a quelques-uns, il paraît, de venir se ressourcer dans un endroit pour venir méditer. Et donc, j'avais ce rêve, et comme je me gardais à l'esprit de dire je vais prendre du plaisir, j'ai acheté un moulin à 1h30 de Paris, 2 heures de Paris, et je suis allé négocier avec les banques, et puis la première banque m'a dit non, on ne vous prête pas, la deuxième m'a dit non, et je revoyais cette porte du conservatoire, vous savez, qui se claque encore une fois. Et je vous la fais courte, parce qu'il y a eu 15, 16, 17, 18 refus de banque, vous imaginez? Et à un moment donné, je me suis dit, mais l'échec, ça n'existe pas, il y a juste de la conscience. Et peut-être que ce qu'on me demande là, puisque je cherche à créer un lieu collectif, c'est de créer déjà avec des participants. Et donc, j'ai lancé un crowdfunding sur Internet. En 3 jours, le financement était bouclé. Et on a signé ce moulin il y a 15 jours. Il va ouvrir ses portes en octobre. Et merci. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Et quand je regarde ce lieu, la terre, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Et même si je suis sur un plan propriétaire d'une partie de ce moulin, je sais bien qu'il ne m'appartient pas. Simplement, à chaque fois que je vais me rendre là-bas, je dis comment je vais pouvoir rendre le monde meilleur. Il y a eu une enquête sur le bien-être au travail qui a été menée il y a quelques mois de ça, sur qu'est-ce qui fait que les managers, les salariés ont du plaisir à venir travailler. Le salaire arrive en 4e position. Les conditions de travail en 7e, les conditions de trajet en 9e position. Qu'est-ce qui arrive en 1re position? C'est à quoi je sers. À quoi je sers dans cette entreprise? Et je crois que la période que nous vivons, que certains voudraient limiter à une crise, c'est quoi? C'est j'ai mal au foie, je vais voir le docteur et je reviens comme j'étais avant. Pour moi, nous ne reviendrons jamais comme nous étions avant, et c'est tant mieux. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une forme de civilisation. Il y a une autre civilisation qui pointe, qui est une civilisation du sens. Il y a eu plusieurs ères dans notre existence. Il y a eu l'ère de la guerre, il y a eu l'ère du sport, l'ère de la compétition, il y a eu l'ère du développement durable, elle n'est pas vieille, et je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, c'est l'ère du sens. Quel sens je donne à ma vie? Et je crois que si nous sommes là ce soir et si nous partageons ce moment, c'est que je crois que nous avons tous la même aspiration de se dire comment, ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. Et c'est ce vœu, c'est ce partage que j'ai la chance de partager avec vous ce soir. Merci. Merci Arnaud. Merci à vous deux. Je vous laisse un petit peu méditer sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, ça me
donne plein de choses qui me viennent, en effet. C'est vrai que dans nos PME, qu'est-ce qu'on peut donner à nos salariés ? Je dis bien donner, hein. On vend pas. Non, mais ce sens-là, oui. Parce qu'on est des petites entreprises et on voit bien ce qu'on fait. Donc il y a du sens dans notre travail, parce que dans les grands groupes, dans ma carrière d'avant, je dépensais énormément de temps et d'énergie pour 4 feuilles de papier au bout de l'année, qui était un rapport qui disait que tout allait bien. Et c'est vrai que j'avais du mal à trouver le sens à ça quand je voyais le nombre d'heures qu'on avait tous passées avec les équipes pour produire ces 4 bouts de papier qui étaient les mêmes tous les ans. Et c'est vrai que cette question du sens, elle est fondamentale. Ici, aujourd'hui, dans les PME, on voit plus ce qu'on fait. Et nos collaborateurs, ceux qui travaillent avec nous, sont plus aussi dans cette quête de sens parce que leur travail, ils savent pourquoi ils le font. Alors, ils le font pour leur boulot, ils le font pour nous, ils le font pour l'équipe. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très intéressant et de très important qu'il faut qu'on conserve. La force qu'on vend aujourd'hui, on dit que la force de la France et la force vient des PME. La valeur ajoutée qu'on propose, elle est dans les PME. Et c'est vrai que parce que dans les PME, il y a sans doute ce sens encore qui existe un peu et qui peut se perdre quand on appartient à des entreprises un peu plus grandes. Mais on voit beaucoup, en effet, quand on discute avec certains managers de grands groupes, la volonté d'essayer de retrouver ce sens-là. Vous n'êtes pas une personne dans une hiérarchie avec des grades et l'année prochaine vous serez N+1 et l'année dernière vous étiez N-1 et vous grimpez comme ça dans une pyramide de manière systématique et un poste est interchangeable. Non, on essaye de faire plus attention à la personne, à ses compétences et à qu'est-ce qu'elle apporte vraiment en valeur ajoutée de nos entreprises. Alors, je vais vous demander, vous avez la chance d'avoir 2 belles personnes qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Est-ce que vous avez des questions ? Et je vais demander à certains JD de prendre les micros. Arnaud, je vais prendre ton micro. Puis on va répondre avec les micros fixes. Vas-y, Peter. J'ai une question peut-être pour Vincent. Quelle est la relation entre ambition et audace ? Oui. Alors, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Dans la notion d'audace, il y a vraiment la notion de risque. Il y a la notion de prise de risque. L'audacieux, c'est celui qui va avoir le courage et même l'amour, pour pas paraphraser une fameuse série télévisée, l'amour du risque. Voilà. Donc, les jeunes là-bas, ils ne connaissent pas. Hein. Ouais, bon, voilà. Ça parlait de justicier milliardaire. C'est peut-être au goût du jour. Alors, oui, donc dans l'audace, il y a l'idée de risque. Dans l'ambition, il y a vraiment plus que ça. Dans l'audace, il n'y a pas, ou alors on joue avec les mots, il n'y a pas cette idée d'une projection visionnaire, d'un rêve. Après, on peut faire des belles phrases poétiques en parlant de l'audace de rêver, l'audace. Mais dans l'audace, il y a vraiment l'idée d'un risque à prendre parce qu'on calcule et qu'on juge en fonction de notre propre éthique, en fonction de nos valeurs, que ça en vaut la peine. Donc dans toute audace, il y a l'idée métaphysiquement d'un corps à corps avec la mort. L'audace, c'est toujours l'audace risquée. Alors la mort dans une entreprise, c'est perdre de l'argent, c'est le dépôt de bilan, voilà. Mais il y a toujours cette idée qu'on va affronter quelque chose de dangereux. Dans l'ambition est faite d'audace. L'ambition est même ce qui nous permet d'avoir de l'audace. C'est un moteur à audace, l'ambition. Mais dans l'ambition, ce qu'on a, c'est un rêve d'amélioration. Encore une fois, c'est nous qui posons les critères d'une amélioration. Pour certains, ça sera plus 2%, pour d'autres, ce sera sauver des vies ou changer le monde. Mais il y a vraiment l'idée d'un rêve inaccessible, et l'ambitieux, c'est le seul qui jouit du fait que le rêve soit inaccessible. La plupart se plaignent. « Oh, mon rêve, j'arriverai jamais à l'atteindre, ça va être compliqué. » Mais le rêve, c'est ce que nous a raconté Arnaud. Un rêve inaccessible, un moulin, 18 refus, il est inaccessible, mais ça me donne de l'énergie. Voilà. L'ambitieux, c'est celui qui prend de l'énergie dans quelque chose qui est impossible. Pourquoi ? Parce que l'ambitieux est accro, non pas à la victoire, comme on pourrait le croire, mais à la volonté. L'ambitieux, c'est celui qui veut vouloir. C'est le moment très métaphysique de la soirée. En général, la volonté, dans la passion, par exemple, se pose sur un objet extérieur. Je veux Elvire, je veux me marier avec elle, je l'aime, je veux qu'elle m'appartienne. Je veux réussir quelque chose, j'essaie d'avoir l'objet. Je veux l'objet du monde. Voilà, ça c'est la passion. Dans l'ambition est une passion de la passion. L'ambitieux n'est pas passionné pour la chose qu'il vise, et pourtant Dieu sait qu'il se lève le matin tôt et se couche tard le soir pour avoir apparemment la chose qu'il vise. Mais en fait, il ne vise pas cette chose. Il vise sa propre volonté à intensifier
justicier de la chose. Prenons, très simple, Afrique du Sud, apartheid, des Noirs qui sont dans un système ultra-raciste. Vous prenez un ambitieux et un passionné de justice dans la population noire, qui ont vécu des souffrances et qui se disent « je veux changer le système, je veux la justice pour mon peuple ». Le passionné, qui donc veut la justice, c'est un vouloir simple, vous le mettez en prison à casser des cailloux sous le soleil d'Afrique du Sud, il ne tient pas 5 ans. Sa passion de justice va s'éteindre. Et d'ailleurs, la prison, ça sert souvent à ça, à éteindre les passions. C'est assez dramatique d'ailleurs. L'ambitieux de justice, lui, il ne veut pas la justice. Il veut vouloir la justice. Et ça peut se faire dans une cellule de 3 mètres sur 2. Vouloir. Il se lève le matin et il se dit « Est-ce que j'en veux ?» La belle expression française, en vouloir. Est-ce que j'ai toujours ce rêve ardent de quelque chose d'inaccessible qu'est la justice ? Et si la réponse est oui, il a gagné sa journée. Et donc il peut rester 26 ans en prison, comme Nelson Mandela, sans avoir ce désir qui décroît. Donc comprenez juste une chose, c'est que dans l'audace, j'essaie de réussir. Mon but est de réussir, et c'est périlleux. La réussite est périlleuse. Statistiquement parlant, il y a peu de chances. Et je suis audacieux pour cela. Dans l'ambition, je ne veux pas réussir. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'ambition. L'ambitieux ne veut pas réussir. Et même s'il fait tout pour réussir du point de vue extérieur, du point de vue intérieur, dans les 800 portraits que j'ai croisés, aucun ne voulait réussir. Ce qu'ils veulent, c'est vouloir réussir. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur passion. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur soif. C'est la belle phrase de Rumi, ce poète persan du XIIIe siècle, à l'orée du désert, qui dit « Ne demande pas l'eau, demande la soif ». Le but de la vie n'est pas d'être rassasié, n'est pas d'être repu dans ses désirs, mais d'augmenter son désir et de le magnifier. Et donc l'ambitieux, visant un rêve inaccessible, a du plaisir parce que le but n'est pas de le réaliser, le but est d'en vouloir. Et quand c'est un rêve inaccessible, vous allez vraiment vouloir en vouloir, et vouloir en vouloir, de vouloir, de vouloir. Voilà. L'ambition, c'est une forme de folie, c'est une bargitude, puisque le réel, comme l'échec, ne peut pas atteindre l'ambitieux. L'ambitieux, il va d'échec en échec et il continue. C'est l'exemple d'ailleurs d'Arnaud qui nous racontait depuis le conservatoire comment il a été quelque part stimulé par le refus. Et l'ambition, ambition expressive en l'occurrence, donc une ambition noble, l'ambition fonctionne comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Comprenez juste une chose, l'ambition, il est complètement fou parce que ce qu'il veut, c'est pas réussir, c'est vouloir encore plus qu'hier. Voilà. Merci. C'est une première bonne question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que nous avons une autre question dans la salle ? La première était très intéressante, ça donne l'impression pour la deuxième, c'est ça ? Non, moi je peux t'en poser... Ah, Mathieu. Merci, donc Mathieu. Question peut-être pour Arnaud. On le sait maintenant, on ne peut pas espérer une croissance infinie dans un monde qui a des ressources finies. Comment peut-on donner du sens, et en particulier dans l'entreprise, avec un monde qui proposera moins peut-être de bien-être matériel ? Comment peut-on donner du sens et du bien-être à l'homme dans un monde qui procure moins de ressources ? Question dirigée peut-être. J'aime cette question et je serais très ambitieux de vouloir y répondre seul, parce que cette réponse, on va la co-créer ensemble, chacun dans nos entreprises. Ce qui est certain, c'est qu'on a cru longtemps les ressources. J'ai passé beaucoup de temps avec les chamans, et les chamans appellent les Occidentaux les petits-enfants de la Terre, parce qu'il y a une espèce d'inconscience à croire les ressources illimitées, et donc pour un besoin qui va être un besoin égotique, avoir un dernier téléphone moderne, avoir un dernier écran encore plus... On va être capable de ruiner la planète, on va être capable, imaginez sur la Terre, les ressources, à quel point elles se sont amenuisées. On sait ce qu'il en est par rapport à ça. Et la question, c'est... Qu'est-ce qui nous a animés à faire ça ? Dans un premier temps, ce confort matériel. On a eu l'impression d'exister parce qu'on avait un écran plus grand que celui du voisin, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience écologique telle chez chacun qu'on est obligé de passer à autre chose. Et ça va amener les entreprises à un vrai défi, parce que cette croissance exponentielle, on se rend compte qu'elle est... On parle aujourd'hui, on commence à parler de décroissance, on commence à parler de sobriété heureuse. La sobriété heureuse, c'est quoi ? C'est se dire, je vais être conscient de mes besoins.
hein. Et je me rends compte que je peux être plus heureux en consommant moins. J'ai eu une expérience magnifique, j'étais en Inde il y a 2 mois, et à une vieille indienne que je la trouvais si rayonnante, si belle, si heureuse. Je disais, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si heureuse que ça? Elle me dit, vous savez, il y a 3 secrets. Le premier, c'est qu'il faut que je possède rien. Hein, parce que plus je possède, plus j'ai peur de perdre. Je vous vois, les Occidentaux, les touristes, et vous êtes là en disant, il est où ma carte bleue? Où est-ce que j'ai mis mon appareil photo? Où est-ce que j'ai mis mon truc? Vous avez peur toujours de perdre quelque chose. Moi, j'ai rien, je suis complètement libre. La deuxième chose, c'est me réjouir en permanence du peu qui m'est donné. Et la troisième, dès qu'il m'est donné quelque chose, de le partager. Cette femme vendait des petits bouts d'étoffe et gagnait peut-être 100, 200 fois, 1000 fois moins que nous, tellement c'était dérisoire. Et en même temps, quand je voyais son état de bonheur, de paix intérieure, il y avait vraiment quelque chose où on avait une leçon à apprendre chacun. Ce que je vois, c'est que nous sommes de plus en plus conscients et de plus en plus nombreux à entendre ces enseignements. Et donc, on va interroger la consommation. Ça commence à se faire aujourd'hui. Hein, le public a de plus en plus de poids auprès des entreprises en disant, bah tiens, pour produire ça, vous êtes allé détruire telle forêt, vous êtes allé... Donc, on ne va plus consommer ça. Et le public a un véritable... On vote autant aujourd'hui avec son porte-monnaie qu'avec son bulletin de vote. Les entreprises qui vont intégrer ça, pourquoi le bio est en croissance comme ça? Pourquoi le commerce équitable est en croissance comme ça? Parce qu'il y a d'autres modes de management qui demandent à s'interroger en disant, est-ce qu'on est prêt? On est dans une transition et on a besoin des entreprises, vraiment clairement pour ça. Parce que je prends cet exemple dans un petit village de Tortmorden, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est en Écosse. Il y a un couple dans un premier temps qui s'est dit, voilà, on va partager les fruits et les légumes, chacun va venir ici, puis contribuer au potager, et puis en échange, ça va devenir libre et gratuit. En 1 an et demi de temps, tout le village s'est mis en autonomie libre et gratuite. C'est-à-dire que la nourriture, imaginez, était libre et gratuite. Et puis ça s'est développé un petit peu et ça pourrait être la même chose pour les vêtements, ça va être la même chose pour les livres, on va mettre les livres en commun. Et d'un seul coup, toute l'économie qui était stable s'effondre. La France est venue dans ce petit village pour se dire, on va faire la même chose, mais comment vous faites par rapport à la resquille ou par rapport... Et je disais, non, il n'y a pas de resquille, c'est libre et gratuit, c'est offert, on réinvente l'économie. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne se posent pas cette question-là, comment redonner du sens, comment redonner du respect de la terre, sont vouées vraiment à disparaître dans un temps plus ou moins long. En revanche, celles qui vont intégrer à leur façon, en intégrant la sobriété volontaire, en intégrant la sobriété heureuse, celles-là vont vraiment contribuer à la création de ce monde de demain, ou plutôt je devrais dire ce monde qui est déjà existant aujourd'hui. Merci Arnaud. Oui. Moi j'ai une question, c'est pour moi. je suis Mélanie, je suis expert comptable et je vois souvent des entreprises en difficulté. Comment justement, enfin la grosse difficulté elle est là, c'est de donner du sens quand on est déjà la tête sous l'eau, ça devient compliqué. Donc comment on fait dans ces cas-là? On est quand même si on n'a pas tout à fait encore la tête sous l'eau, on est parfois quand même pris dans un étau. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, sans forcément aller jusqu'à des procédures collectives, mais qui sont perpétuellement en recherche de trésorerie. Comment on donne du sens à ce moment-là? À quel moment on peut se poser pour dire « je veux donner du sens à mon entreprise » J'ai la solution. Waouh. Prenez des notes. Non, j'ai en tout cas une piste de réflexion. Il est évident que la situation que vous décrivez nécessite du changement. C'est une évidence. C'est-à-dire que, et vous êtes sûrement plus sensible que moi, quand on est dans une situation de crise justement et qu'on voit que ça pas simplement conjoncturel, mais ça va avec le bouleversement extérieur, il y a des changements possibles et nécessaires. Et je pense que l'occasion de la crise, c'est justement, si crise il y a, c'est justement de s'interroger sur des dysfonctionnements qui seraient invisibles et qui, pour la moitié, relèvent de loyauté invisible. On ne soupçonne pas le nombre de loyautés invisibles que l'on peut suivre
inconsciemment, je dirais, des loyautés à des modèles parentaux que l'on a eus, et ça nous fait diriger notre société de telle et telle façon, des loyautés par rapport à des clients qui étaient historiquement nos clients, mais les choses changent et on continue d'être loyaux avec des valeurs, avec un système de productivité qui mériterait un amendement, un changement. Et donc déjà, il y a une réflexion sur ces loyautés invisibles, sur la loyauté, la plus grande loyauté invisible qu'il faut remettre en question, c'est la loyauté par rapport à son soi du passé. Si nous sommes dans l'ambition, et je pense qu'on ne peut pas être entrepreneur sans être dans l'ambition, il faut tout le temps s'interroger sur les mues successives que l'on doit avoir. Nous sommes des serpents et nous devons muer, et nos exuvies, nos peaux mortes doivent tout le temps tomber dans la baignoire. Vous savez, il y a un film d'Atom Egoyan qui s'appelle The Adjuster. C'est un très joli film, et à un moment, le héros a l'anti-héros plutôt, a une illumination. Il dit, ça y est, j'ai compris, Eureka, j'ai compris pourquoi ça fait autant de bien de prendre une douche. Donc là, sa copine lui dit, ah oui, vas-y, raconte. Et il dit, en fait, on se débarrasse de nos peaux mortes. Et les loyautés invisibles, il faut non seulement les repérer, j'ai conçu justement Dipro pour qu'on puisse voir si, dans les valeurs que l'on reçoit, on a des valeurs dont on veut se débarrasser, mais qui sont pourtant là, justement, pour pouvoir se débarrasser de ces peaux mortes. Ensuite, dans l'idée de transformation, on constate deux phénomènes vraiment qui sont des phénomènes de changement de paradigme, comme on le dit maintenant un peu pompeusement, mais c'est réel. Le premier, c'est que la société civile s'invite dans l'entreprise et que les murs qui encadrent une entreprise vont voler en éclats, on le sait bien. Alors certains disent entreprise libérée, etc. Moi, je n'ai pas d'adjectif à mettre, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les clients, la société va faire toc-toc à la porte de l'entreprise et lui dire on a des idées, et lui dire on a des partenariats à créer, on a des volontés pour vous. Et donc, les entreprises, à mon avis, qui vont pouvoir changer sont celles dans cette logique d'ouverture dont je parlais tout à l'heure, qui vont pouvoir être à l'écoute de ce que le monde extérieur à l'entreprise a à proposer à cette entreprise-là. Et donc, ça donne une clé de lecture sociétale et je dirais même politique. Et puis la deuxième chose qui est fondamentale et encore sous-estimée en entreprise, c'est ce qu'une historienne médiéviste, Barbara Rosenwein, appelle les communautés émotionnelles. Et l'expression est juste magnifique parce qu'on comprend tout, communauté émotionnelle. Les émotions, contrairement à une vision un peu occidentale et individualiste, ne sont pas une sorte d'alchimie intime hyper personnelle. Les émotions, on le sait bien, elles traversent des foules et elles traversent aussi des époques. Si bien que les émotions du Moyen-Âge renvoient à des choses qui sont totalement plus d'actualité. La compunction, la honte moyenâgeuse, c'est-à-dire la honte, y compris au futur, la vergogne, on ne sait même plus ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est autant de classifications d'émotions qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc les émotions sont un produit de la culture. Et les communautés émotionnelles qui se superposent aux communautés sociales, par exemple une équipe en entreprise, un groupe en entreprise, fonctionnent exactement ainsi. Des individus ensemble partagent des émotions et ces émotions, à force d'être partagées, produisent des valeurs spécifiques. Il ne suffit pas de décréter des valeurs au fronton des entreprises pour qu'elles soient appliquées réellement dans l'entreprise. On sait d'ailleurs bien que les entreprises les plus horribles en termes d'humanité ont des magnifiques valeurs parce qu'ils ont de magnifiques communicants. Et quand on lit les belles valeurs au fronton de l'entreprise et quand on voit comment ils s'envoient des dossiers dans la figure en disant « c'est quoi ce bordel ?», on se dit qu'il y a quand même un hiatus entre ce qui est déclaré et ce qui est vécu dans les boîtes. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans des communautés émotionnelles. Nous n'avons pas des émotions égoïstement en nous-mêmes. Nous partageons des groupes émotionnels. Nous partageons des aventures émotionnelles. Un des usages de Dipro, qui est très amusant à faire et qu'on teste depuis 2 ans, c'est qu'on demande à une équipe de faire Dipro et on libère la parole sur des valeurs qui seraient des valeurs absolument parfois détestables. Et je vous garantis que la grande surprise, c'est que quand vous parlez de belles valeurs, le partage, la générosité, l'altruisme, tout le monde est d'accord, mais on s'ennuie vraiment à partager. T'es généreux ? Ah ouais, je suis généreux. Moi, je suis altruiste. Ah ouais, c'est super. Et quand vous partagez des valeurs rock'n'roll, la jalousie, la compétition, l'hostilité, la haine, la colère, là, les gens, ils sont morts de rire pendant 2 heures. Ils rigolent parce que dans une équipe, ça fait du bien de dire « Oui, je suis compétiteur, je peux t'expliquer pourquoi. Oui, j'ai des côtés obscurs. » Et les assumer, c'est déjà commencer à vouloir les transformer. Et juste une petite fin amusante. Le sens de la vie, c'est un fameux film des Monty Python. Je ne sais pas si ça fait référence. Il y a une scène que j'aime bien. Non, ce n'est pas la scène hyper gore du restaurant. Enfin, ça se passe dans un...
Il y a un restaurant de conversation où on choisit sa conversation. Un couple quinquagénaire s'assoit et choisit la conversation, le sens de la vie. Et ils discutent du sens de la vie. Et c'est ennuyeux et inintéressant. Regardez cet extrait, c'est magnifique. Nous sommes des drôles d'êtres bizarres qui ne peuvent pas être manipulés frontalement, il faut toujours être pervers et passer par des choses détournées, et qui avons toujours une magnifique image de nous-mêmes, alors que ce qui fait notre personnalité, ce qui fait notre faiblesse, ce qui fait notre singularité, c'est aussi des aspects sombres, rock'n'roll, piquants et pimentés, on va dire. Aujourd'hui, en entreprise, ça se passe comment ? On gomme tout ce qui est pimenté et rock'n'roll, et on n'affiche que des belles valeurs, ce qui fait que celui qui a des valeurs rock'n'roll fait semblant, il est dans l'hypocrisie, il ne doit pas montrer, et ce qui fait que ça crée des conflits internes énormes, juste parce que quelqu'un ne veut pas montrer sa valeur qui n'est pas conforme à la norme du groupe. Et donc je pense qu'on aurait tout intérêt à réfléchir à la positivité des valeurs rock'n'roll, à comprendre que nous n'avons pas à mentir et à être hypocrite sur les valeurs qu'on partage, et à comprendre quelle énergie anime un groupe. Je pense qu'en réfléchissant à tout ça, on verrait qu'il y a plein de possibilités de changement, y compris dans des conflits et des audaces nécessaires en termes de productivité, de rentabilité, en termes de chiffres. Il ne faut pas croire aux chiffres quand on est dans une aventure ambitionnelle. Alexandre le Grand n'a jamais cru aux chiffres. Les grands conquérants, les grands sanguinaires de l'histoire, mais les grands visionnaires de la paix, Gandhi, Mandela, n'ont jamais cru aux chiffres. Donc je pense que la première étape, c'est de ne pas croire aux chiffres et croire aux femmes, aux hommes, aux singularités qui composent le groupe. Et Arnaud, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? J'adhère complètement à ce que vient de dire Vincent, et quand j'entends parler de porosité, comme dit Vincent, de porosité de l'entreprise, où le public va de plus en plus donner aussi son point de vue à l'entreprise, souvent ce que disent les chefs d'entreprise, c'est ce qu'on veut, c'est du bénéfice. Hein, le bénéfice, c'est quoi ? On l'oppose à maléfice. Hein, c'est deux opposés complètement. Et ce qui se passe, c'est que souvent, pour obtenir un bénéfice dans une entreprise, on va prendre ça comme une finalité. C'est absolument pas une finalité. La finalité de l'entreprise, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur et de faire quelque chose avec cette valeur. Si je disais, ok, moi ce que je veux, c'est mesurer, je veux être grand comme toi. Il est grand, je voudrais être grand comme toi. On va me dire, ok, mais pourquoi faire ? Hein, si c'est pour jouer au basket, ça peut me servir. Mais si c'est pour passer sous la table, ça va me servir à rien. Donc, vouloir être grand, vouloir augmenter mon chiffre d'affaires, vouloir augmenter mon bénéfice, pourquoi ? Quelle est la finalité ? Et ça, c'est une question que je pose régulièrement aux décideurs. Vous voulez faire plus de chiffres, pourquoi ? Et il se passe dans ce paradoxe maléfice-bénéfice, le fait que certaines entreprises, plus elles vont faire de chiffre d'affaires et plus elles vont faire de bénéfices, plus elles peuvent être liées au maléfice. Prenons un exemple, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques. Plus nous allons être malades, plus il va y avoir de cas de cancer, plus les entreprises pharmaceutiques vont gagner de l'argent. Donc, leur intérêt va être de nous maintenir en maladie. Bénéfice, maléfice. C'est la même chose quand on regarde le PIB d'un pays. À quoi on va voir le PIB d'un pays, hein ? Notamment à sa santé. Plus il est malade, plus il consomme de médicaments, plus son PIB est élevé, et plus il est dans le top des pays en voie de développement, vous voyez, hein ? Alors, il y a d'autres indices qui existent. Je pense par exemple au Bhoutan. On a fait le produit de bonheur intérieur brut, où on mesure le niveau du pays à l'intelligence émotionnelle des gens qui y vivent, à leur idéal, au fait qu'ils sont heureux, etc. Il y a des entreprises, mais je sais que le CJD, vous avez déjà développé des indicateurs de bien-être en entreprise qui vont très loin. Juste cette petite enquête d'Isaac Getz, peut-être vous avez entendu parler, hein, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes content d'aller travailler ? 16% se disent « ouais, c'est mon kiff, je vais travailler parce que je suis passionné », 16%. 61% se disent « je vais travailler parce qu'il faut bien gagner sa croûte ». Et les 30 et quelques % qui restent vont travailler en étant fermement opposés à la direction et bien décidés à le faire savoir. Et quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis effondré en disant mais bien évidemment, on est obligé de reconsidérer ça. Dernièrement, je suis intervenu pour une entreprise. Elle fait du mobilier de bureau. Elle est sensiblement 20% plus chère que tous ses concurrents. Elle était 17e mondiale et elle est en train de devenir 6e mondiale. Elle est 20% plus chère que tout le monde.
Qu'est-ce qui fait qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils montent en flèche? Ils utilisent le recyclage à fond, c'est-à-dire que tous les meubles de bureau sont utilisés avec des pneus, des choses, etc. Ils relocalisent toutes les entreprises en France, toutes les usines en France qui étaient en Chine, etc. Ils le localisent dans le Périgord. Ils engagent des salariés à 55 ans. Je ne sais pas si c'est très fréquent dans nos entreprises. Ils ouvrent un emploi de la deuxième chance, c'est-à-dire des gens qui ont planté leur job, des gens qui ont planté leur boîte, qui ont fait de la prison, vont être engagés en priorité. Et quand les représentants vont voir les entreprises en disant « Est-ce que vous voulez acheter ce fauteuil ou cette table basse ?» Ce qu'ils vendent, c'est « En achetant ça, vous allez contribuer au fait qu'on relocalise. » Et le pouvoir citoyen dont parlait Vincent, de ces citoyens qui vont de plus en plus aller dans les entreprises en disant qu'est-ce que vous faites pour ça, combien on voit de boycotts, ce lait vous utilisez tel, hop, ça boycotté, le petit navire qui a eu quelques déboires en ce moment avec les consommateurs parce qu'il raflait les fonds de l'océan et des espèces qui ont mis des dizaines de milliers d'années à se construire en corail d'un seul coup pour pêcher 3 misérables races de poissons, le grenadier, etc. On va complètement éradiquer la moitié des océans. Et les citoyens rentrent en disant on veut plus de poissons et d'un seul coup donnent les indicateurs aux entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise qui va devancer ces questions-là en s'interrogeant. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il y aura probablement une période de réajustement parce qu'on va être obligé, et consommateurs et entreprises, à consommer autrement et à produire autrement. Et ça, il en va vraiment de questions de survie de notre espèce. Merci Arnaud. Une dernière question, peut-être. Au milieu. Merci Mélanie. Merci, bonsoir à tous. Stéphane, alors j'ai une petite question collégiale finalement. Il y a une chose qui nous pourrit tous la vie en fait finalement et qui n'a pas de sens. Ça tombe bien, il faut en parler je pense des choses qui n'ont pas de sens. Ça va nous aider à comprendre ceux qui en ont. L'objectif, et on parlait tout à l'heure du bénéfice. En ce qui me concerne, ça reste, c'est mon avis, je le partage. Je ne pense pas que le bénéfice ait un sens. Je pense que, enfin en tout cas, moi chaque année, j'essaye d'équilibrer mes comptes, de façon à être sûr de ne pas être ni dans le négatif ni dans le positif. Alors la question, elle est simple, c'est aujourd'hui, l'objectif est-il l'ami ou l'ennemi de l'ambition? Parce que finalement, moi je m'amuse à être ambitieux, mais pas à atteindre un objectif. Ça ne m'amuse pas d'atteindre un objectif, mais d'être ambitieux. Alors j'essaye de comprendre, parce que finalement c'est la première fois que j'assiste à une réunion philosophique. J'arrive à comprendre, c'est déjà pas mal, mais je voudrais aller plus loin de ça. Est-ce que vous avez une réponse à la question de l'ennemi de l'objectif? Est-ce que l'ambition est un ami à l'objectif? Très bonne question. L'ambition est une série de rêves réalisés. Ça se passe comme ça. En fait, c'est un tourbillon ascensionnel. Donc au début, ça commence tout petit, on est libre, on fait ce qu'on veut. Tiens, j'ai envie de créer ça, hop, on y va. Comme on a un rêve qui est irréalisable, sinon on n'a pas besoin d'être ambitieux, ça s'appelle un projet. On a un projet, on le fait. Mais l'ambition, c'est toujours quelque chose d'irréalisable. Et l'ambitieux dit, chouette, je vais pouvoir exercer ce que j'adore, ma volonté. Donc il doit faire le tour de 3 amis pour qu'il ait de l'aide. Les ambitieux ont toujours une équipe constituée. Et donc ils vont voir, ils vont convaincre, ils vont faire leur tournée électorale, enfin non pas électorale, ambitionnelle. Tu peux m'aider, s'il te plaît, monsieur le banquier, s'il vous plaît. Ils font le tour des amis. Et ensuite, ils réalisent leur premier rêve. Et il se passe un truc très amusant, systématique dans tous les portraits que j'ai analysés. On fait la teuf, et ensuite, on a un nouveau rêve qui arrive le lendemain. Voilà. Donc, on fait la fête. On a réussi à atteindre notre rêve. Alors, plus on monte dans l'ambition, plus les fêtes sont assez démentielles. D'ailleurs, les fêtes du CJD sont assez aussi pas mal, j'ai des bons souvenirs. Donc on fait la fête. L'ambitieux, il a un objectif qui est atteint grâce à une équipe. Donc il fait la tournée et ensuite il réalise son rêve. Il est content et il fait la fête. Et Alexandre le Grand faisait des fêtes, c'était tellement joyeux qu'ils s'égorgeaient en pleine fête, tellement ils étaient ivres et tellement... Bon, voilà. Donc on ne demande pas ça, mais c'est vraiment faire la fête. Et le lendemain, il se trouve que tous ceux qui m'ont aidé à réaliser mon premier rêve me glissent à l'oreille, voire m'obligent, un deuxième rêve. C'est-à-dire que c'est des paliers.
où j'ai des objectifs qui sont atteints, je fais la fête, mais c'est une façon de tourner la page. Faire la fête, comme je l'entends, c'est en fait renaître, faire renaître l'ambition, la faire rejaillir plus grande, plus ample, supérieure. Alors au début, je suis libre, et puis à la fin de tout un parcours de vie ambitieuse, je suis plus du tout libre. Toutes les sagesses du monde le disent, l'ambition est un tigre bébé qu'on caresse, et plus tard, il devient un tigre qui me tient en laisse. Proverbe chinois. Il y a des moralistes français qui disent que l'ambition dévorante, c'est presque un cliché de la littérature, dévorer. Hein. C'est-à-dire qu'au début, je suis libre, et puis peu à peu, je suis complètement porté par mon ambition, pour la simple et bonne raison que tous ceux qui participent à réaliser mon rêve numéro 4 me glissent à l'oreille le rêve numéro 5, voire m'obligent. Hein. C'est le banquier qui me dit « Vous n'avez pas pu, grâce à votre rêve numéro 4, nous rembourser. S'il vous plaît, faites un rêve numéro 5 et vous pourrez nous rembourser. » C'est l'ami qui m'a aidé, l'écrivain qui m'a... Par exemple, Balzac, Victor Hugo l'aide. Victor Hugo fait partie de son vortex, j'appelle ça le vortex, ce tourbillon. Hein. Victor Hugo aide Balzac, il lui trouve un libraire, il l'aide, évidemment, quand vous voulez être écrivain, c'est bien d'avoir Victor Hugo dans votre vortex. Et puis, ayant réussi mon premier livre, il me dit, tu sais, le personnage que tu as développé à la page 121, ça serait bien que tu lui consacres ton prochain livre. Hop, quand Victor Hugo vous dit ça et que vous avez 22 ans, vous l'écoutez. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dépossédé de ma liberté de m'accomplir et je deviens prisonnier, aliéné, dévoré par mon ambition. Mais c'est une dévoration savoureuse. L'ambitieux jouit d'être ambitieux. C'est ce que vous racontez. Ce n'est pas le gain, ce n'est pas la réussite, c'est la volonté qui est exercée. Et ce qui est amusant, c'est que ce vortex, tous les moyens concrets pour réaliser mes rêves et produire des rêves nouveaux, eh bien c'est concret. Ce vortex, c'est un réseau d'amis, c'est des infrastructures, c'est de l'argent. C'est une usine à gaz pour réaliser des rêves. Et donc, on peut en faire hériter quelqu'un. Et la grande question des ambitieux, après 30 ans de vortex ou 40 ans de vortex, c'est qui va pouvoir prendre tout ce que j'ai construit dans ma vie? Cette question, je n'ai pas encore de réponse, mais je vous la laisse volontiers. Merci. Et Arnaud, tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus? C'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et quand il est question d'objectifs qu'on va donner, quel est l'objectif qu'on va donner, quel est le sens? Un jour, il y a un journaliste qui me posait la question en disant « Bon, on venait de finir l'émission, ok, est-ce que vous pouvez donner un petit conseil pratico-pratique pour les gens qui nous écoutent pour donner du sens dans leur vie ?» Vous savez, le truc en 30 secondes. Et je me dis, un petit truc pratico-pratique. Ah oui, j'en ai un, ça y est, j'en ai un. Tous les matins, vous prenez 30 secondes de méditation et vous vous dites « Tiens, clac, si c'était le dernier jour de ma vie. » Et tout se rallume. C'est une hypothèse. Hein. Si c'était aujourd'hui le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ferais de cette journée? Et moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir un accident de voiture quand j'avais 24 ans. J'ai quitté un virage dans les Pyrénées espagnoles et je suis parti dans le ravin. Et j'ai vraiment vu, avant de partir, j'ai vu le camion en face et je me suis dit pas le camion, donc j'ai donné un coup pour partir dans le ravin. Et entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où elle s'est immobilisée 15 mètres plus bas, il s'est passé une douzaine de secondes pendant lesquelles j'ai vu défiler ma vie. J'ai vu tout ce sur quoi je me raccrochais. Il faut tenir ses objectifs, il faut qu'on dise que je suis quelqu'un de bien, il faut que je réussisse à avoir la carrière, le truc, le machin. Et j'ai vu combien ça, c'était peanuts. Vraiment, c'était pas grand-chose. Et toute l'énergie que j'avais mis pour atteindre mes objectifs. Et tout ce que j'avais fait pour rendre le monde meilleur, pour servir à quelque chose, pour donner du sens, c'est-à-dire à peu près ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'envie de vivre et l'envie de vivre pour quelque chose. Et quand je suis sorti de cet accident de voiture, la question qui m'a été posée à ce moment-là, elle est toute simple. Et je crois que c'est la question qui nous est posée à la fin de la vie, c'est « As-tu aimé » hein? As-tu aimé? Pas « Oui, j'ai aimé ça ». As-tu aimé? Est-ce que ton cœur s'est ouvert? Est-ce que tu as pris du plaisir à faire ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, en tant que... Est-ce que ton cœur s'est ouvert? Je crois que si on peut répondre oui à cette question, alors profondément oui, on a atteint notre objectif. Mais je ne vois pas d'objectif plus louable et plus grand que de se dire « j'ai ouvert mon cœur sur cette terre ». Merci beaucoup. Je pense qu'en termes de conclusion, c'est pas mal. Y avait-il une autre question? Bien, écoutez, je vais vous demander de remercier vraiment nos deux invités. Seb, oui. Excuse-moi, il y avait quand même juste une autre question. Alors, une autre question, allez-y, je vous en prie. Deux autres questions. Allez-y. Bonsoir.
J'ai une question. Je travaille à l'ESSEC. Je suis une ancienne de l'école. On a beaucoup parlé de l'entreprise. Je rejoins ou je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on était dans une nouvelle ère et que peut-être il fallait qu'on fonctionne différemment si au moins on voulait survivre. Et quel serait, selon vous, le rôle de l'école ? Quand je dis l'école, c'est au sens large et on parle beaucoup de l'école, les enfants, jeunes, mais même l'école dans le supérieur. Quel serait son rôle pour préparer justement toutes ces jeunes générations qui vont arriver, qui vont faire ce monde de demain, pour qu'on soit en mesure d'être équipé pour ce qui arrive et pour leur permettre de donner du sens. Voilà. Très clairement pour moi, et proportionnellement au niveau de l'âge des enfants, apprendre aux enfants à être heureux. Apprendre aux enfants à se connaître. Pas seulement connaître le champ géographique, l'histoire. Souvent, on connaît l'histoire du monde, mais on ne connaît pas notre propre histoire. On connaît la géographie des 5 continents, mais on ne connaît pas notre propre géographie émotionnelle. On connaît apprendre aux enfants à s'aimer, apprendre aux enfants à se connaître, apprendre aux enfants à échanger, à collaborer, à coopérer, à faire avec et non pas à faire contre. Apprendre aux enfants, encore une fois, en fonction de leur âge, mais c'est aussi valable à l'école maternelle que c'est valable au collège, au lycée, que dans les écoles de commerce. Moi, j'interviens aujourd'hui pour des mouvements de dirigeants, pour des entreprises, avec des salariés qui sont des têtes, qui ont beaucoup appris, mais qui n'ont pas appris à faire avec, qui n'ont pas appris le lien entre ce qu'ils font et ce que fait l'autre. Donc ça, c'est la communication, ça, c'est la relation humaine. Apprendre à créer du lien avec soi, avec notre histoire, et du lien avec l'autre, pour coopérer, pour collaborer, pour co-créer ensemble. Et je rencontre aujourd'hui de plus en plus celle qu'on appelle la génération Y', les gens qui ont 22 ans, qui sont waouh, d'une créativité incroyable, et qui, j'ai fait dernièrement une conférence pour une grande école, et j'étais très surpris de voir les étudiants me dire après la conférence, mais nous, notre rêve, c'est pas de rejoindre les entreprises, et surtout pas les grands groupes. Ce qu'on va vendre, c'est notre valeur. Parce que nous, on va changer le monde et on va vendre des compétences en étant à notre compte. Et vraiment, les étudiants que je rencontrais, et je crois que là aussi, le rôle de l'école, c'est de permettre cette agilité, cette véritable agilité. On sait que, je crois, 50% des métiers qui ont lieu dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, quel intérêt de vouloir mettre autant d'énergie à les préparer ? Par contre, apprendre à développer la confiance en soi, apprendre à développer l'estime de soi, apprendre à s'appuyer de ses échecs, apprendre à s'appuyer sur ses échecs. Regardez comme en entreprise, quand on plante une entreprise, on est interdit d'en remonter une pendant 3 ans. Quand on est interdit bancaire, on est marqué au fer rouge pendant 5 ans. Apprendre à se libérer, à plus avoir peur de l'échec. Vous savez, il y a un idéogramme pour dire échec en chinois, c'est le même que celui qui est utilisé pour écrire voie de l'amélioration. Donc je crois que le rôle de l'école, que ce soit de la maternelle ou que ce soit à l'ESSEC ou d'autres entreprises, c'est de s'appuyer sur ces valeurs qui vont jouer sur la personnalité profonde des élèves. Je souscris évidemment complètement. Peut-être une chose plus technique. Il est très très important que, à mon avis, que les futurs citoyens prennent conscience de l'intrication totale entre leurs actions, leur petit bonheur, qu'on vend encore très individualiste, et la politique au sens très global du terme, leur insertion dans la société. Il faut faire très attention aujourd'hui à ne pas flatter la soif de récit qu'ont les jeunes. Ils ont soif de récit, ils ont soif de sens, ils veulent se sentir héros de leur propre existence. Et ça, on commence maintenant à flatter ça très très bien. Mais il faut vraiment leur faire prendre conscience de leur responsabilité politique sur le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire une chose fondamentale que l'école devrait valoriser, ça veut dire accepter la critique que font les jeunes de notre société. Leur dire, on a foiré certaines choses, on n'a pas réussi. Et c'est à vous de réussir là où nous n'avons pas réussi. On ne le fait pas, pourquoi ? Parce qu'on a toujours une posture de professeur. Et donc le professeur, c'est celui qui sait, qui a réussi et qui explique aux jeunes comment savoir et comment réussir. Et je pense que de plus en plus, les écoles qui vont vraiment être innovantes, c'est celles qui disent « là, je te propose des solutions, on n'a pas la réponse ». C'est très motivant pour des jeunes d'entendre des adultes qui sont des modèles, des exemples, et qui disent « là, je sais pas, je sais qu'il y a ce problème-là, mais j'ai pas de réponse. Je vais t'aider dans la construction de la réponse, mais je n'ai pas la réponse. » Donc sortir de cette position verticale, ça fait 50 ans qu'on en rêve,
de sortir de cette verticalité, le maître et les élèves, le gavage des oies, comme on le critiquait dans les années 70, et on ne l'applique pas encore assez. Donc vraiment, concevoir le professeur comme un animateur de connaissances, concevoir les élèves comme les citoyens de demain et apprendre à leur contact. Dans mon dernier livre qui s'appelle « Oser la jeunesse », oser c'est ER. Tout le monde veut mettre un Z, comme si j'étais un vieux qui disait aux jeunes « Allez, il faut oser les petits jeunes ». Non, c'est oser, nous devons oser la jeunesse. Et donc cette inversion, elle peut être appliquée. Et en plus, il y a un truc très bien, je finirai là-dessus, c'est qu'elle est extrêmement motivante pour les professeurs. C'est-à-dire tout d'un coup, on ne fait plus semblant de savoir, d'être le modèle. On accepte notre part de vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure. Ça nous rend très charmant aux yeux des élèves. Ce n'est pas de la démagogie, c'est vraiment de l'ignorance véritable. Et je finirai sur un mot de Goethe qui pourrait être la maxime de ces nouveaux professeurs. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. Je vous remercie. Le micro, il marche, oui. Cette question va s'adresser... Oui. Bonsoir Fabienne, CJD 95 également. J'ai une question particulière pour Arnaud. Donc tu parles effectivement que donner du sens pour toi, c'est ton engagement citoyen, c'est ton engagement à rendre le monde meilleur, à faire ta part de petit colibri. Donc pour changer le monde, je pense qu'il faut commencer par se changer soi. Et pour toi, comment faire pour se changer et justement devenir un acteur engagé dans sa vie? Je crois vraiment que la première piste, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et apprendre à s'aimer dans sa complétude, aussi bien dans sa zone de lumière que dans sa zone d'ombre. Parce que plus on s'aime soi-même, plus on va aimer l'autre. Et il y a, dans cette évolution, il y a un petit peu 3 étapes. Si on veut co-créer quelque chose ensemble, si on se dit, voilà, tiens, on pourrait faire un concert ensemble pour la fin dans le monde, super, c'est une bonne idée, mais la première chose qu'on va me demander, c'est est-ce que tu joues d'un instrument? Non, bah alors commence par apprendre toi-même. Donc, deviens toi-même ton propre laboratoire. Puis une fois que moi-même, je sais jouer, alors je vais pouvoir dire, tiens, Vincent, tu joues du piano, moi je joue de la guitare, on peut faire quelque chose ensemble. Tout à l'heure, j'étais égocentrique, on va devenir ethnocentrique. Et puis, une fois qu'on a joué un mois dans la cave, on se dit, c'est bien, on a été ethnocentrique, maintenant on peut devenir mondocentrique. Mais on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. On ne peut pas rassurer une équipe si nous-mêmes on a peur. On ne peut pas donner de la tendresse à des enfants si on est dur avec nous-mêmes. Donc le fait de prendre soin de soi, c'est déjà prendre soin du monde. Merci. Je pense qu'on va... Plus grand-chose à dire avec ça, c'est une belle conclusion. Aimons-nous nous-mêmes déjà. Donc, je vais vous demander de les applaudir très fort. Arnaud, Vincent. Merci à vous. Merci à vous d'être venus partager ce petit moment avec nous. Nous, humbles, voilà, JD du 95, c'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés et de faire partager à ces gens-là des réflexions sur... nous sommes des entrepreneurs, mais nous sommes aussi des hommes, et peut-être en effet que l'important, tout ça, c'est vraiment l'humanité que nous avons en nous, et c'est ce qu'on essaye de partager ensemble. Merci beaucoup. Donc on arrive au terme de cette soirée, qui je pense a été intense, enfin je sais pas pour vous, mais en tout cas moi il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressorties. On est tous des entrepreneurs et des professionnels, mais là on a parlé derrière le masque et derrière les personnes que nous étions, vraiment à l'humain et à ce qui pouvait nous motiver. Et il y a plein de choses forcément sur aimer nos enfants, bon, plein de choses qui résonnent un petit peu. Et c'est vrai que c'est sans doute, j'ai vécu un beau moment, j'espère que vous aussi. J'ai quelques remerciements à faire, ça va être assez rapide mais c'est important parce que c'est grâce à eux en effet qu'on organise ce genre de soirée. Je vais d'abord remercier nos sponsors, ils sont tous affichés là. Je vais demander de vous de les applaudir parce que ça fait partie de tous et je vais moi les citer. Banque Populaire et Raboni, ce sont des vrais sponsors, et les sponsors JD, je les cite, Ressources, Secomex, Best Info, KPMG, Patrie, l'ESSEC, Accessit, Pair France, Fourmi, EMS Audit, Business Class, Publi Légal, Stérigène, Infotrafic, GTPR. Merci à eux. C'est grâce à eux qu'on peut organiser ce genre de soirée.
Et ensuite, je vous l'ai dit en débutant cette soirée, je finis mon mandat de président du Centre des jeunes dirigeants de 95. J'arrive au bout de la route. Ce sont des mandats qui sont de 2 ans et non renouvelables. C'est une volonté que nous avons dans ce mouvement de faire tourner les choses, de ne pas s'attacher à nos sièges. Donc j'avais des remerciements plus perso à faire. Tout d'abord, je voudrais remercier mon bureau du CJD. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais je voudrais que vous vous applaudissiez aussi là-dessus. Merci pour ces moments partagés ensemble et à ces 2 ans que nous avons passés à construire ce genre de soirée, mais il n'y a pas eu que celle-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Je voudrais remercier l'ensemble des membres du Centre des jeunes dirigeants 95, et pareil, je vais vous demander de les applaudir, parce que c'est une super équipe. C'est très agréable de partager des moments avec vous. Le président n'est que la tête visible de ce mouvement, mais la force est dans les entrailles et dans l'équipe. On parlait en effet de partage tout à l'heure, et je pense que ça a du sens. Franchement, la force, c'est l'équipe, c'est pas forcément l'individu ni la personne visible, c'est toute l'équipe, et c'est aussi vrai dans nos entreprises avec nos collaborateurs. Le patron est peut-être la personne la plus visible, mais tous nos collaborateurs sont importants, et c'est ce qui fait la force et les valeurs de nos entreprises. Et enfin, des remerciements un peu plus personnels aux membres de mon entreprise. Il y en a pas mal ici ce soir. Ils m'ont permis quand même de passer un peu de temps à prendre cette présidence. Je vous demande de les applaudir aussi, s'il vous plaît. Ils vont se reconnaître. Et une personne en particulier, c'est mon épouse, c'est Alexandra, qui me suit toujours dans toutes les aventures et l'ambition que je peux avoir. Merci à toi. Et donc je voudrais vous présenter, s'il vous plaît, je vais vous demander par contre un tonnerre d'applaudissements pour lui, le prochain président, celui qui prend le flambeau derrière moi. Il s'appelle Mathieu Romeu, je vais lui demander de monter sur scène et de venir vous dire un petit mot. Je te laisse le micro. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mathieu Romeu. J'ai une société qui s'appelle Pair France, qui est une PME de 5 personnes qui est basée à Cormeilles-en-Vexin, dans le Vexin, et qui conçoit des parfums sur mesure pour des clients à l'étranger, donc à l'export. On travaille à 100% à l'export. Moi, je suis au CJD depuis 9 ans, et le CJD m'a énormément apporté dans mon entreprise. Au CJD, on a un concept qu'on appelle la performance globale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au CJD à la performance économique de nos entreprises, mais pas que. On s'intéresse aussi à sa performance environnementale, à sa performance aussi sociétale et sociale. Donc moi, par exemple, dans mon entreprise, depuis 4 ans, on a commencé à vraiment s'engager dans la dimension environnementale. Et on a commencé à développer des concepts innovants d'emballage pour le parfum. On a déposé 3 brevets. Et ça, c'est vraiment le CJD qui m'a apporté cette notion, qui m'a sensibilisé à l'environnemental. Et aussi, maintenant, plus récemment, on commence à travailler vraiment sur le social dans l'entreprise, c'est-à-dire sur le bien-être des personnes dans l'entreprise, bien-être des salariés et bien-être du dirigeant. Je voudrais vous donner quelques mots sur le CJD pour expliquer un peu ce qu'on y fait, parce que je pense qu'ici, il y a un certain nombre de gens qui sont eux-mêmes JD, il y a un certain nombre aussi de conjoints de JD, donc qui connaissent bien le CJD, mais il y a aussi sans doute des gens qui connaissent assez peu ce qu'on fait au CJD, et peut-être aussi des gens qui dirigent une entreprise et qui aimeraient peut-être l'année prochaine entrer au CJD. Donc au CJD, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment intéressantes. Et je vais commencer par une anecdote. Donc l'anecdote, c'est dans les formations. On a au CJD la possibilité 3 fois par an de partir en formation pendant 2 jours. Donc on a un catalogue de formations qui est très riche, avec des formateurs très, très compétents. Et donc mon anecdote, c'est qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans maintenant, j'ai suivi une formation qui s'appelait « Oser parler et savoir dire ». Donc c'est une formation qui nous apprend finalement à parler en public. Et donc dans cette formation, pendant 2 jours, on m'a appris 5 clés pour pouvoir parler à un public. Donc les clés étaient l'ancrage au sol, la verticalité, la respiration, penser à bien respirer, garder le contact visuel avec le public et aussi être clair sur ses intentions, sur l'intention du discours. C'est parfait. Vous voyez, le formateur était bon. Et en fait, l'anecdote, c'est que le formateur, il est là devant moi, c'est Arnaud Rioux, qui m'a donné cette formation. Et c'est rigolo parce que je pense que c'est la première fois de ma vie que je prends la parole devant 250 personnes. Et il a fallu que 2 ans passent et que Arnaud soit dans la salle le soir où je prends la parole devant.
Donc je crois que ça s'appelle la synchronicité. C'est ça, Arnaud? Alors sinon, au CJD, on a aussi des commissions. Des commissions, donc dans le CJD Val d'Oise, nous sommes à peu près 35 membres. Et pendant un an, nous sommes donc en groupe de 8 personnes, donc des commissions, et nous travaillons donc, sur un thème bien particulier pendant un an, à 8. Et donc pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'année CJD qui va démarrer en septembre prochain, nous aurons des commissions telles que construire la stratégie de ma PME, les opportunités de croissance pour ceux qui voudraient reprendre une entreprise extérieure, agrandir leur entreprise par un rachat. Nous aurons aussi le travail sur le bien-être en entreprise, donc bien-être des salariés, bien-être du dirigeant, et l'agilité. Comment être agile, comment faire que l'entreprise soit agile pour rebondir en cas de crise ou pour saisir des opportunités. Donc vous voyez, tout ça, ça donne du sens. Et la dernière chose qu'on a au CJD, ce sont les plénières. Donc là aussi, une fois par mois, on se réunit à 30 en plénière. Et sur les thèmes de plénière qu'on va traiter l'an prochain, je vais vous citer quelques exemples. On a choisi, puisqu'on a fait une soirée de brainstorming pour essayer d'identifier des thèmes qui nous plaisaient, et on rencontrera un soir un moine bouddhiste pour échanger avec lui, donc on parlera sans doute philosophie. On va traiter sur une autre soirée la permaculture. On va traiter également la méditation en pleine conscience. Et enfin, un dernier sujet que je vous donne, c'est l'école de demain. Donc vous voyez, c'est très riche, c'est très varié, c'est très global, c'est très performance globale, et je pense que tout ça, ça donne beaucoup de sens. Donc vraiment, j'invite les gens qui sont intéressés par le CJD à venir me voir après au cocktail, ainsi que Mélanie, qui est dans la salle, qui est ici, qui s'occupe du recrutement pour l'année prochaine. Donc si vous êtes intéressé par le CJD pour l'année prochaine, surtout n'hésitez pas. Venez voir Mélanie et moi-même, on pourra vous renseigner et on pourra vous inviter aussi à des petits déjeuners de présentation du mouvement qui auront lieu prochainement. Il y en a 2, il y en a un fin mai et un début juin. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci Mathieu. Écoutez, cette partie de soirée s'achève, donc vous voyez les gens passent, mais les idées restent et l'envie toujours de s'améliorer, de connaître du monde, de rencontrer, d'aller explorer des choses qu'on ne connaît pas encore assez de soi, reste dans notre mouvement. Donc en effet, pour ceux qui seraient intéressés vraiment de nous rejoindre, on a identifié, mais tous ceux qui portent le polo blanc peuvent vous renseigner. Et l'idée, c'est que vous veniez à un petit déjeuner de présentation, on vous explique vraiment ce qu'on fait au CJD. Et si ça vous intéresse à ce moment-là, vous pourrez en effet intégrer notre mouvement. Écoutez, je vous remercie à tous d'être venus. Je vous remercie d'avoir partagé ce bon moment avec vous et je vous propose de rejoindre la cafétéria et continuer à partager. On a la chance d'avoir nos 2 intervenants qui vont rester un petit peu avec nous, donc ils ont même des livres pour certains à vous proposer, donc n'hésitez pas à rester. Une petite coupe de champagne et quelques amuse-bouches vous attendent. Je sais que pour certains, ils commencent à avoir soif, en tout cas je parle à titre personnel. Merci beaucoup et à l'année prochaine.